Bien, bonsoir à tous, il est 20h, je vous propose d'ouvrir cette séance et je vais commencer par l'appel. Donc Joël Girardet, Pascal Vignon, Nathalie Lyon s'est excusée, Cédric Chalon est excusé, Michel Longère, Denis Romontet, Virginie Perroux, Bernard Payon est excusé, Jacqueline Berthier, Alain Copin est excusé, Pascal Billet, Alexandre Breton, Elisabeth Plagnan, Gaby Desailles est malade, il a donné un pouvoir à Denis Romontet, Jean-Luc François, Nicole Colussi, Angelo Romano, Christelle Fabre, Magali Cherpin, Aurélie Chusville, Édouard Bost a donné un pouvoir à Joël Girardet, Suzanne Houguet, Mathis Cato a donné un pouvoir à Pascal Vignon, Bénédicte Chirol, Anne Rimbaud, Mohamed Adjab, Jean-Michel Michelot. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole en début de séance? Oui, absolument. Madame Rimbaud, vous avez la parole. Juste avant, je vais désigner un secrétaire de séance et je propose Jean-Michel Michelot, puisqu'il a son ordinateur qui est tout prêt. Et si ça ne dérange pas, je te remercie d'accepter cette fonction. Et Anne Rimbaud, vous avez la parole. Nous, élus de l'opposition, nous sommes réunis avec des citoyens engagés de Tizy-les-Bourgs afin de clarifier notre position. En effet, nos prises de parole dans la presse pouvaient sembler contradictoires et générer de l'incompréhension. Démission ou maintien au conseil municipal, il nous fallait trancher en discutant ensemble et avec les habitants et les membres de notre liste. C'est chose faite et nous tenons à en informer nos électeurs et à nous en expliquer auprès de nous. À l'heure actuelle, 5 démissions ont été enregistrées, peut-être pas encore par la préfecture, mais néanmoins communiquées. Il en faudrait 6 pour qu'avec nos 4 démissions, nous 4 plus ceux de notre liste, nous n'avons que 4 sièges, il faudrait donc 6 démissions pour que de nouvelles élections soient rendues obligatoires. Il est donc inutile de partir, c'est pourquoi nous avons choisi de rester afin de continuer à être informés des affaires de la commune. Le seul effet de notre démission collective serait de priver nos électeurs de représentation. Certains commentaires, ici ou là, ont semé le trouble dans les esprits. Non, nous ne sommes pas responsables du maintien en poste du maire dont nous seuls, avions demandé publiquement la démission dès le mois de mars. Nous avions ensuite sollicité nos collègues en privé. Quand nous sollicitons, nous, les collègues en privé, nous ne rendons pas publics les échanges que nous avons avec eux. Nous les avons sollicités en privé, puis en conseil, afin qu'ils démissionnent. C'est Mme Chirol qui nous avait sollicités. Ils ne sont que 5 à le faire, dont acte. Nos démissions arrangeraient sans doute bien la majorité qui pourrait siéger sans contradiction. Le maire resterait et nous serions écartés des dossiers. Notre maintien ne vaut pas soutien. Nous restons très attentifs à la suite des événements. L'absence de représentants de 2 villages sur 5, le départ de 4 adjoints nous laisse néanmoins dubitatifs sur la viabilité de la situation. Quant à l'absence de vice-président à l'accord, issu de la 2e commune du territoire, elle nous interroge. Le non-remplacement de la vice-présidence à l'agriculture, puis la suspension du vice-président au développement durable, même si un remplacement est annoncé, donne toute la mesure de l'importance accordée à ces 2 domaines vitaux par l'exécutif de l'accord. Depuis longtemps, nous dénoncions la fuite des compétences communales vers l'accord. Nous redoutons qu'aujourd'hui, nous, à Tizy-les-Bourgs, nous en fassions les frais. Qui va donc défendre Tizy-les-Bourgs? Et j'espère que nous allons aborder ce sujet au moins dans la suite du Conseil. Merci beaucoup. On essaiera de retranscrire votre intervention de la façon la plus fidèle possible dans le compte-rendu. Et si vous avez convenance, vous pouvez même donner votre texte à notre directrice générale pour que ce soit le plus fidèle possible. Juste quelques réactions à ce que vous venez de dire, ce qu'il est important aussi que nous abordons ces sujets-là autour de cette table, ne serait-ce que déjà pour vous dire comment on va s'organiser pour remplacer les personnes qui ont souhaité partir.
C'est un choix personnel qu'ils ont fait qu'on se doit de respecter. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Donc, on a eu en effet 5 départs, dont 2 maires délégués, un adjoint et un conseiller municipal. Deux adjoints et un conseiller municipal. Et ce que souhaite le groupe majoritaire, c'est de poursuivre son travail pour lequel les électeurs nous ont fait confiance. C'est une décision que nous avons prise collectivement. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'on donne les moyens d'agir et de faire en sorte que les affaires de la commune soient bien gérées. Et c'est pourquoi on s'est réunis tous ensemble, le groupe majoritaire comme vous l'avez fait de votre côté, pour qu'on puisse trouver l'organisation la plus efficace possible. Donc sur les départs que nous avons eus, une personne était chargée de la sécurité et des cérémonies patriotiques. Je vous proposerai dans une séance prochaine de remplacer cette personne par un adjoint qui sera issu du groupe majoritaire. C'est pour être tout à fait transparent. J'ai proposé à Jean-Luc François de reprendre les prérogatives de M. Cotin pour que cette délégation qui est importante sur la sécurité et les cérémonies patriotiques puisse être suivie. Donc Jean-Luc François a accepté. Pour tout vous dire, il a déjà commencé à travailler, même si on ne peut pas les lire ce soir, je vous expliquerai tout de suite après pourquoi. Il a déjà commencé à travailler et cette semaine, il est au travail avec la police municipale et nos agents pour que la délégation soit bien suivie. Ensuite, on avait Cédric Chalon qui était chargé de l'urbanisme et de la voirie. Pascal Vignon a bien voulu accepter de reprendre en charge cette délégation-là, qui est très liée à la sienne, puisque c'est le suivi des chantiers et des travaux. On connaît les compétences aussi de Pascal Vignon dans ces domaines-là, donc il n'y a aucun doute sur le fait que cette délégation soit bien suivie. Donc Pascal Vignon aura en charge les bâtiments communaux, la voirie et l'urbanisme. C'est une grosse délégation. Alors il a de la chance, il est à la retraite, mais en tout cas c'est beaucoup de travail pour lui, et je suis assez peu inquiet sur le suivi de cette délégation-là. Sur les prérogatives qui avaient été attribuées à M. Payon, donc développement économique et développement durable, c'est moi qui reprendrai la gestion de ces deux compétences-là, sachant que la commune n'a pas de compétences propres dans ce domaine-là, puisque c'est l'intercommunalité qui est compétente en matière de développement économique, et qu'on avait déjà l'habitude de suivre les dossiers à deux, donc je continuerai à suivre ces sujets-là. Donc voilà un petit peu pour vous dire la façon dont on souhaite organiser les choses. J'ai demandé aussi à Pascal Billet, qui est chargé de la concertation et de la démocratie participative, de repiloter, elle a déjà aussi commencé à travailler sur le sujet, le conseil municipal des enfants. C'est donc Pascal Billet qui suivra ce sujet-là. Et j'ai aussi demandé à Pascal de bien vouloir travailler sur les questions de santé, un sujet qui nous est cher à tous. On a déjà beaucoup débattu autour de cette table. On profite de ce remaniement interne au sein de l'exécutif de la commune pour confier à un élu la responsabilité de travailler sur l'offre de santé sur notre territoire. Oui. Alors, en toute transparence, comme dit l'élu de la commune qu'on a en face de nous, en toute transparence, c'est quand même une proposition qu'on avait faite, qu'on ait un élu qui soit précisément en charge de la compétence de l'offre de santé et de la recherche, clairement, d'un médecin généraliste. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut que nous satisfaire. J'ai aucun problème à le dire en plus. C'est une demande de votre part à laquelle j'ai accédé, mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, mais j'allais le dire. Parce que ça veut dire aussi qu'on échange tous ensemble. On n'a pas été élus sur la même liste, mais ça n'empêche pas qu'on travaille aussi ensemble. Parce que vous posiez la question il y a 5 minutes de qui va défendre les intérêts de la commune, mais c'est nous tous. Pour moi, c'est nous tous, chacun avec ses convictions, chacun avec la façon de voir les choses qui est forcément différente, sinon on aurait tous été élus sur la même liste. Mais en tout cas, moi je tiens aussi à ce que la parole de la minorité soit respectée, et je crois qu'on le fait assez régulièrement, on échange ensemble. On n'est pas d'accord, il y a des choses sur lesquelles on peut l'être, et la demande que vous aviez formulée d'intitrer qui est un élu en charge de l'offre de santé, bah, en effet c'est une idée qui était bonne, et c'est pour ça que j'ai confié cette mission à Pascal Billet. Pardon. Oui. En fait c'est opposition, pas minorité. Mais c'est sémantique à du sens. Vous êtes minoritaire? Non. Mais opposition c'est mieux. D'accord. Oui, je peux quand même vous faire remarquer une chose, c'est que ça vous fait beaucoup de délégations. C'est-à-dire que vous aviez déjà repris la délégation de Colette Darfin pour ce qui concerne les finances. Vous reprenez aussi la délégation concernant la vie économique. Ça va finir par faire beaucoup, quoi. J'ai une capacité de travail qui me permet de le faire.
Après, c'est des sujets sur lesquels le maire est toujours impliqué, les finances évidemment. C'est pas l'adjoint aux finances qui vous présente le budget, c'est moi. Sur le développement économique, pour moi, c'est une affaire qui est stratégique. C'était la priorité numéro 1 de notre équipe pour le mandat qui vient. Je vous en parlerai tout à l'heure. On a des informations importantes en termes de développement économique sur la commune, puisqu'on a des entreprises qui s'implantent et qui se développent. Donc je garde cette prérogative parce que le maire suit toujours ces dossiers-là qui sont très stratégiques. Donc, oui, enfin, cela dit, Colette Darphin avait quand même essayé de présenter les dossiers concernant le budget. Oui. Ce qui semblait normal. Ce sera normal. C'était ce que faisait M. Largent, ce qui était normal. En tout cas, le maire, vous en doutez, participe de façon assez importante à l'élaboration du budget. Vous avez remarqué que quand j'ai fait l'appel, nos collègues qui ont en effet, comme vous l'avez dit, communiqué sur leur départ, ne sont pas de façon définitive partie de notre équipe, puisque le préfet ne nous a toujours pas informé de l'acceptation des démissions. Ce qui devrait arriver dans les jours qui viennent, ce qui nous obligera avec grand plaisir à se revoir dans les 15 jours qui suivront l'acceptation du préfet pour désigner le nouvel adjoint. Donc je vous en ai parlé il y a 5 minutes, pour qu'on puisse élire Jean-Luc François dans les fonctions sur lesquelles il a déjà commencé à travailler, puisque une fois que le préfet a accepté l'émission des adjoints, il nous faut réunir le conseil municipal dans un délai de 15 jours. Donc si tout arrive cette semaine, comme on nous l'a dit aujourd'hui, on devrait se retrouver d'ici la fin du mois pour remanier l'exécutif municipal dans un cadre un peu plus officiel que ce que je viens de vous dire maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? J'en profite pour remercier l'ensemble de mes collègues du groupe majoritaire pour leur travail, parce que on travaille dans un contexte évidemment particulier, j'en ai bien conscience, mais en tout cas ils sont très loyaux par rapport à l'engagement qu'ils ont pris devant les électeurs, parce que parfois c'est plus facile de partir que de rester. Ils ont souhaité rester et continuer le travail, il faut vraiment les remercier, puisque on travaille dans une bonne intelligence, et c'est pas toujours facile pour eux, donc je voudrais vous dire publiquement les remercier pour tout ce qu'ils font pour notre commune. Si vous voulez bien, on va rentrer dans l'ordre du jour de notre séance. Il faut que nous approuvions le procès verbal de notre séance du mardi 28 juin. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ce procès verbal? Oui. Une chose, ça ne va pas être grand-chose, mais une de mes interventions vous a été attribuée apparemment, ce qui n'est pas très grave, mais c'est... Dans la rédaction, donc il y a une petite erreur, on va la corriger. Mais j'aime bien garder mes interventions. C'était sur le sujet de l'éclairage public? Non, c'était sur le sujet de la société de Viséo. Ok. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour approuver ce procès verbal avec la modification que vient de nous demander M. Michelot, qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Le premier rapport de notre séance de ce soir qui concerne notre budget, puisque vous le savez, nous votons le budget en avril, et que parfois il est nécessaire de réajuster certains crédits. On vous propose ce soir de modifier pour le budget principal la section d'investissement. Ce sont simplement des ajustements entre opérations, puisque le volume global en investissement de 4 932 000 € est inchangé. On ajoute des crédits sur certaines opérations et on en diminue sur certaines autres. Donc on va prélever 36 000 € sur les dépenses imprévues. On prélève 10 000 € sur l'opération cimetière, 20 000 € sur l'opération études et 50 000 € sur les aides à l'habitat pour lesquelles on avait inscrit suffisamment de budget pour qu'on puisse terminer cette année. Et donc on augmente les crédits pour la taxe d'aménagement de 400 €, pour les bâtiments administratifs de 43 000 €, ça concerne principalement les travaux qui sont en cours sur les mairies de Thizy et de Bordeaux-Thizy. On ajoute 15 000 € sur les opérations d'urbanisme, et j'y reviendrai tout à l'heure. On ajoute 50 000 € sur l'opération voirie et 7 600 € sur l'opération local jeune, qui nous permet de solder cette opération. Pour la partie fonctionnement, on a un petit ajustement de crédit de 5 000 € pour prévoir une éventuelle demande de régularisation que pourrait nous faire le trésorier en fin d'année. Donc on est vraiment sur une modification très marginale du budget de fonctionnement. Et on a une deuxième décision modificative à vous proposer sur le budget commerce de Mardor, avec une augmentation de crédit en fonctionnement de 21 700 € et une augmentation de crédit en recettes d'investissement, cette fois-ci de 21 700 €.
Ce sont des opérations d'ordre comptable suite à la vente du bâtiment de l'ancienne boulangerie de Mardor. Et le comptable demande de régulariser. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux décisions modificatives? En fait, quand je lisais le rapport, c'était l'augmentation de crédit était assignée à la fourniture d'eau stockable. Je me demandais si c'était lié à l'augmentation des tarifs de l'énergie. Non, pas du tout. On est vraiment sur une opération d'ordre comptable de réajustement de crédit par rapport aux amortissements en fait, des bâtiments. Et en fait, on met sur cette ligne-là parce qu'il faut le mettre quelque part. Il n'y a pas du tout d'explication liée à la consommation d'eau. On est vraiment sur des opérations comptables. Avec pas de décaissement, enfin voilà, il n'y a pas de conséquences budgétaires, en tout cas sur cette décision modificative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais mettre au voie ces deux décisions modificatives qui est l'avis de l'adopter. Je vous remercie beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est un rapport à la fois d'information, mais aussi parce qu'il faut qu'on délibère dessus, sur la mise en place de la nomenclature M57, donc une nomenclature comptable, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais la gestion budgétaire est en train d'évoluer, elle a déjà beaucoup évolué depuis 15 ans, elle évolue encore, et la maquette comptable sur laquelle on travaille sera amenée à évoluer à partir de 2024 pour l'ensemble des collectivités, et nous avions la possibilité, à partir de 2022, d'anticiper ce changement de nomenclature pour pouvoir commencer à travailler avec le Trésor public sur un nouveau schéma. Et on a la possibilité, à partir du 1er janvier 2023, d'expérimenter pour un an cette nouvelle nomenclature. Alors, il n'y a pas une conséquence énorme sur la façon de gérer nos finances, simplement ce sera la présentation des comptes de la commune qui sera un peu différente. Pour être tout à fait transparent, on rapproche un peu la comptabilité publique de la comptabilité privée, notamment sur la gestion des amortissements, puisque maintenant nous allons amortir nos investissements, également dans l'autre sens, les subventions aussi que nous recevons, à partir de la date d'entrée dans l'inventaire de nos investissements. Alors qu'avant c'était par année civile, c'est un peu la grande conséquence, qu'il y a peu d'incidence sur le plan budgétaire, et je vous propose que nous puissions, dès le 1er janvier, commencer à travailler avec le Trésor public sur cette nouvelle nomenclature, la M57, puisque là, nous travaillons sur la M14, c'est comme ça que le budget vous est présenté au mois d'avril. Et là, nous allons prendre un an pour nous familiariser avec cette nouvelle nomenclature et travailler avec le Trésor public pour qu'en 2024, on soit le plus près possible. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair, c'est un rapport un peu technique, mais vous verrez que le budget qu'on vous présentera en avril 2023 sera présenté d'une façon un peu différente par rapport à ce que vous connaissez actuellement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir, pour les élus intéressés, une formation sur le budget, et notamment sur cette nouvelle nomenclature? Oui. Parce qu'elle a été prévue, il semble, à un moment, elle a été prévue, elle a été repoussée. On avait peu d'élus qui étaient disponibles pour y participer. En tout cas, évidemment, on peut faire une journée de formation sur les finances publiques et les finances locales en général, qui nous permettra d'appréhender aussi cette nouvelle nomenclature sans aucun problème. C'est important quand même. Vous savez qu'il y a deux façons de se former quand on est élu local. Vous avez un droit à la formation qui est individuelle. Les communes sont aussi obligées d'inscrire au budget des sommes pour les formations, et on prendra cette formation soit sur le DIF élu, pour ceux qui le souhaitent, soit sur les budgets de la commune pour que l'ensemble des élus soient conviés à cette formation sans aucun problème. Du coup, on a bien fait d'attendre, puisqu'on pourra intégrer la M57 à la formation qui nous sera faite. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais envoyer sur le rapport donc, de la mise en place de cette nomenclature à partir du 1er janvier, qui est pour. Merci beaucoup. Le rapport numéro 3, qui concerne toujours l'administration générale, c'est la signature de la convention cadre Petite Ville de demain. Comme vous le savez, en 2021, la commune a été retenue dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, qui nous permet de nous accompagner sur toutes nos politiques qui sont liées à l'attractivité de la commune. Donc on parle de l'habitat, on parle du développement économique, c'est un dossier qui est très transversal. Et aujourd'hui, on
on a beaucoup travaillé avec les 2 autres communes de l'accord qui ont été retenues, qui sont Cours et Ampepuis. L'accord pilote sur le plan ressources humaines ce dispositif. Vous savez qu'on a une chargée de mission qui se partage son temps entre Tizy-les-Bourgs, Ampepuis et Cours pour nous accompagner sur différents sujets. Et là, il est question de signer la convention avec les services de l'État pour acter la mise en place de ce dispositif, et il faut que vous puissiez m'autoriser à le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors moi j'ai lu la convention. Il y a un paragraphe qui m'a un peu remonté. Il y a un paragraphe qui parle, qui note que le territoire de l'accord est globalement préservé. On ne peut que s'en féliciter. Toutefois, il y a certains projets qui ont fait l'actualité plus ou moins récemment, qui sont en totale contradiction avec la préservation de notre environnement. On parlait de raser 400 hectares pour faire une route. L'autoroute A89 et la bretelle, on parlait de 400 hectares de forêt rasée. On parlait aussi de la carrière de joue. Et de la carrière de joue, qui est un peu plus récente, vous voyez. Il souligne aussi que le développement de mobilité cyclable est freiné sur le territoire avec pour cause la topographie, ce qui semble assez logique. Je dois quand même noter qu'on a sur la commune des opportunités pour aménager des déplacements doux dans le but d'éviter un maximum le recours systématique à la voiture, qui est quand même la règle chez nous. Dans ce contexte actuel et celui qui se dessine pour le futur, l'accent doit être mis sur ces modes de déplacement, sport-voiture. Le paragraphe suivant note d'ailleurs la précarité économique d'une partie de nos concitoyens en faisant le lien justement avec des problèmes de mobilité. Et bien oui, comment aller au travail quand on n'a pas de voiture sur le territoire? J'ai d'autres. Je fais des fois. Dans la suite, il est indiqué de mettre en valeur nos commerces. C'est très bien, je dois dire, mais ça fait écho un petit peu douloureusement. Le magasin de livres qui s'était ouvert à Tizy va fermer à la fin du mois. Faute de rentabilité, tout simplement. C'est assez. C'est la faute à personne, hein, mais c'est quand même. C'est la faute à personne, sauf que nous, dans notre programme, on avait pointé le fait d'avoir éventuellement d'héberger dans les locaux de la commune gratuitement pendant une certaine durée des commerçants de façon à ce qu'ils puissent se faire une trésorerie au moins sur une année. On pourrait effectivement en tant que commune avoir un impact sur ce type de commerce en proposant effectivement notamment des locaux commerciaux à tarif très bas, voire gratuit, pour ceux qui commencent, comme ce monsieur qui malheureusement n'a pas pu trouver. C'est une perte intéressante, c'est une perte que moi qui suis, ça me semble assez, c'est déplorable. C'est d'avoir un magasin comme ça qui ferme chez lui. La suite du rapport, j'ai trouvé la cohérence des orientations, des 3 orientations stratégiques, un peu difficile à saisir, parce qu'on veut tout et son contraire. Parce qu'au moment de choisir entre la préservation de zones agricoles et la création de ZEDI pour un développement économique, lequel de ces objectifs sera privilégié? Ça va, comme par exemple créer une ZEDI, agrandir une ZEDI sur des terres qui sont préalablement agricoles et naturelles, ça ne me semble pas tout à fait en cohérence. Il y a quelques questions qui restent aussi. En quoi l'extension de la vidéoprotection participe aux orientations stratégiques? C'est une question. De même, aménager un lotissement dans les pierres plantées, ça revient à consommer de l'espace naturel. En fait. Il serait peut-être plus intéressant de mettre l'accent sur des rénovations à l'intérieur de la ville pour valoriser notre bâti, ne pas le laisser s'effondrer tout simplement, parce que nous avons dans la ville des bâtiments qui sont en état d'insalubrité assez prononcé. Ce serait peut-être plus intéressant d'aller sur ce type d'opération que d'agrandir et d'occuper de l'espace encore. Je crois qu'on a une partie du public aujourd'hui qui est très attentive à ce type de ces questions-là. Et sur les questions de l'utilisation de l'espace. Ça ne m'a pas échappé. Ça m'a pas échappé. Je vais essayer de répondre à la question qui n'en était pas une, mais sur les différents sujets que tu as abordés, qui sont évidemment intéressants.
Le programme Petite Ville de demain, c'est la suite logique de notre AMI Bourg-Centre qu'on a élaboré en 2016 et signé les conventions en 2017. La pierre angulaire de ces projets-là, c'était d'abord l'aide à l'habitat et la rénovation du parc privé de logement. On est la commune de l'Accord qui met le plus d'argent sur la table pour rénover l'habitat privé en centre-bourg et pour, comme on dit, reconstruire un peu la ville sur elle-même plutôt que d'aller consommer du foncier. Parce que vous avez abordé des sujets que je partage sur la consommation du foncier. D'ailleurs, on créera à la fin de cette séance une commission spécifique sur l'urbanisme, et j'y reviendrai après. Mais en tout cas, sur la façon dont on a travaillé depuis 15 ans sur la consommation du foncier, notamment à vocation économique, elle allait dans ce sens-là. On n'a plus une seule friche industrielle sur la commune. Elles ont toutes été réinvesties pour du développement économique. Sauf qu'à un moment donné, quand on a des entreprises qui se développent et qui souhaitent s'implanter chez nous, mais il est hors de question que je leur dise non. Il faut bien qu'on leur propose des choses, puisque une commune sans emploi, comme une commune sans logement, ça n'aurait aucun sens. Et aujourd'hui, on travaille avec l'Accord sur l'extension de notre zone d'activité économique, mais on travaille aussi en cohérence avec l'ambition qu'on porte sur tout ce qui est développement durable et environnement. Aujourd'hui, dans le PLU que certains d'entre vous ont adopté en 2018, on avait environ 30 hectares de fléchés à vocation économique. Aujourd'hui, on sait que ces 30 hectares-là ne pourront pas être utilisés pour différentes raisons, pour des problèmes d'intégration paysagère, pour des problèmes environnementaux, pour des problèmes de respect de protection des zones humides. Aujourd'hui, ces 30 hectares-là, on n'en aura pas besoin. Donc, si on n'a pas besoin, autant qu'on fasse en sorte de rendre du terrain à l'agriculture, et c'est le travail qu'on va mettre en place à partir du début de l'année 2023, sous la houlette de Pascal Vignon. Je vous proposerai qu'on crée une commission spécifique urbanisme pour essayer aussi de tendre vers des sujets qui sont difficiles, qui sont contraignants. Les directives zéro artificialisation nette, il faut qu'on y aille, parce que de toute façon, la loi va nous obliger à y aller, et il faut que, entre guillemets, ces 30 hectares, qu'est-ce qu'on garde à vocation économique, uniquement ce dont on a besoin et pas plus, et qu'est-ce qu'on rend à l'agriculture. Donc c'est le travail qu'on va mener ensemble, si vous en êtes d'accord, à partir de janvier 2023. Il faudra qu'on se pose aussi la question, beaucoup de gens sont là ce soir pour ces sujets-là, sur les zones qu'on se réserve pour créer de l'habitat. Parce qu'on sait que ces zones, elles ne sont pas extensibles, on en a très peu en fait de disponibles sur la commune. On a un terrain, à bord de Tizy, on en parlera tout à l'heure, et après on en a très peu d'autres. Il faut aussi que, dans le même temps où on rénove nos centres-bourgs et on essaie d'éliminer la vacance, il faut aussi qu'on ait des propositions à faire pour des habitants qui souhaitent venir chez nous. Mais c'est toute une histoire d'équilibre, et c'est cet équilibre-là qu'on essaiera de trouver dans le cadre du travail qu'on va lancer à partir du mois de janvier. Et vous savez aussi que sur la commune, on a un deuxième document qui est accolé au PLU, qui est notre AVAP, qui est très contraignante. Mais c'est une volonté aussi de notre part de préserver le patrimoine. Et aujourd'hui, l'architecte des bâtiments de France est prêt à travailler avec nous pour nous donner un peu de souplesse dans la gestion de demande d'urbanisme. Vous êtes bien placé pour le savoir. On est très contraint, mais il faut qu'on fasse les choses de façon intelligente et équilibrée. Et c'est cet équilibre-là qu'on souhaite retrouver. Un PLU, c'est un document qui est stratégique pour la commune, mais qui a vocation à évoluer en fonction des aléas et puis de la vie d'aujourd'hui. On sait très bien qu'on ne pourra plus consommer autant d'hectares de terrain que ce qu'on a pu faire depuis 40 ans. Ça, on est bien d'accord. Il faut juste qu'on trouve les bons équilibres pour arriver à bien protéger notre environnement, quand je dis environnement au sens large, hein, notre paysage, tout en ne se fermant pas la porte au développement. Parce que notre commune, il faut aussi qu'elle se développe, et sans entreprise, une commune ne peut pas se développer. Si je peux intervenir, on était présents tous les deux au moment du vote du PLU. On ne peut pas dire qu'on l'a voté, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais justement, la pierre d'achoppement, c'était la question de la zone industrielle qui a décuplé au niveau du zonage. On n'a pas besoin de cette zone. La preuve, l'histoire nous donne raison, la loi nous donne raison, on ne va pas pouvoir utiliser toute cette zone. Effectivement, on ne va pas refuser d'avoir des emplois, pas des entreprises, des emplois. C'est là où on ne suit pas. C'est-à-dire que vous dites, on ne va pas refuser une entreprise. Si une entreprise logistique qui ne crée aucun emploi, il faut pouvoir se donner les moyens de la refuser. Et on a un SCOT qui nous permet
avec une réserve, enfin, une condition de nombre de mètres carrés nombre d'emplois qui permet de réserver des zones à une vraie création d'emplois, des zones économiques à une vraie création d'emplois. Pour ce qui est du foncier et de la création de logements nouveaux, oui, on a toujours dit qu'il fallait une offre variée, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des couples qui vont chercher, des jeunes couples qui vont chercher plutôt de l'ancien, d'autres qui vont être plutôt attirés par des logements récents. Donc il faut pouvoir garder cette possibilité d'offrir ce type de produit. Mais attention, il y a besoin dans notre village de rénover énormément de logements anciens aussi. Et puis, enfin, vous parlerez, j'imagine, de la question qui interroge les habitants de cette zone qui est en grande tension. Il ne faut peut-être pas accorder des permis de construire pour des zones et pour des projets qui sont totalement disproportionnés par rapport à la possibilité d'attraction actuelle de la commune. Je rajouterais, pardon, Oui. Je rajouterais que sur l'OPAC Made du Rhône, où on peut voir quand même que ce organisme-là, il est vraiment absent, parce qu'on a en principe 2 immeubles qui doivent s'effondrer, on ne sait pas quand. Il y a celui de rue de Montagny, et la plupart des gens ont quitté notre ville pour aller à Lyon. Donc il y a, je crois qu'il faut quand même avoir ça en ligne de mire. Et c'est vrai que cette question-là sur l'habitat et sur le foncier, parfois c'est vraiment incohérent. Parce qu'on a des demandes, on a vraiment des appartements qui sont neufs quand même à l'OPAC. Hein. Et on ne sait pas trop comment l'OPAC agit, quelle est sa stratégie sur le long terme. Mais là, c'est vrai qu'on n'a aucune information. Et c'est vrai qu'à cause de ça, on interdit quand même des habitants. Alors, les résidences ne vont pas s'effondrer, on va les démolir. Oui, mais c'est tout à fait la même chose. Oui, oui, c'est vrai. Il y a quand même pas mal de bâtiments sur Tizi qui vont s'effondrer. Il y en a suffisamment. Je crois que ça aurait été une bonne idée de ne pas relever. Il y en a suffisamment. Ceci dit, on travaille avec l'OPAC du Rhône au quotidien. Leur stratégie, on la connaît. On a plusieurs résidences qui vont faire l'objet de démolition. Là, tu parlais, je pense, de Léon Goutard. Oui, il y a aussi rue de Montagny. Et il y a aussi une résidence à Tizi, la résidence Merle, qui va être démolie. Mais l'OPAC a déjà réfléchi à après la démolition. Il va y avoir la reconstitution d'offres de logements plus adaptées à la demande d'aujourd'hui, puisque, par exemple, sur le Haut-Moutard, ce qui est envisagé, c'est de créer des petites maisons individuelles, comme on a fait sur Tizi à certains endroits, parce que ça répond mieux à la demande. Après, sur il faut être cohérent dans ce qu'on dit, parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut moins consommer de foncier en faisant des lotissements avec des terrains de 1500 mètres carrés. Parce que là, on n'est plus du tout... on se contredit soi-même. Donc évidemment qu'il faut moins consommer de foncier. Donc ça veut dire être capable d'accepter de construire sur des terrains qui sont moins grands que ce qu'on faisait auparavant. Mais ça demande aussi l'acceptation. Mais c'est aussi une demande des gens de construire sur des terrains moins grands que ce qu'on pouvait faire avant dans nos zones pavillonnaires. Mais on ne peut pas dire qu'il faut moins consommer de foncier et puis il faut faire des terrains de 1000 mètres carrés, parce que ça n'a pas de sens. Il y a 2 choses différentes. Il y a moins consommer de foncier et moins artificialisé, c'est 2 choses différentes. Mais qui sont très liés. Non, mais ça veut dire que le foncier, c'est-à-dire en gros, pour être très simple, on redonne à l'agriculture ou pas. Enfin, mais artificialiser, c'est encore autre chose, c'est encore une autre marche. Du coup, puisqu'on parle de ce sujet-là et puis que nos habitants sont venus nous voir ce soir en nombre, ça me permet d'aborder ce sujet-là maintenant, parce que je vais le faire en fin de séance. Mais de toute façon, vous aurez un peu forcé à le faire. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Non, mais je savais que les habitants seraient là, et c'est évidemment normal qu'on aborde le sujet. On a un terrain sur le bord de Tizi qui appartenait à une famille, qui était un terrain privé, qui a déjà fait l'objet de morcellement, puisque les constructions ont déjà vu le jour sur ce terrain-là. Ce terrain est resté dans le giron privé, était vendu.
un promoteur qui a déposé non pas un permis de construire mais un permis d'aménager, qui est le document qui permet de définir les grandes orientations d'un lotissement. Le dossier qui nous a été déposé était conforme aux règles que nous avons décidé d'inscrire dans notre PLU. Donc on a instruit, d'ailleurs c'est l'accord qui a instruit, puisque c'est l'accord qui instruit nos demandes d'urbanisme, sur la base de notre document à nous, et on a délivré il y a quelques semaines un permis d'aménager sur ce terrain-là. Le permis d'aménager, la suite logique, c'est on vend des parcelles, où on investit nous-mêmes dessus, et ensuite arrivent les permis de construire à la parcelle pour chaque maison, qui devront aussi respecter les règles d'urbanisme de notre document en vigueur et qu'on proposera de réviser assez largement dans les mois qui viennent. Donc aujourd'hui, le permis d'aménager a été délivré. J'ai reçu les représentants des riverains qui sont là ce soir pour évoquer ce sujet-là. J'ai proposé aux riverains d'organiser une rencontre avec l'investisseur pour qu'on puisse faire les choses de façon intelligente. Parce qu'on peut dire on applique la règle et puis on s'en contente, mais moi ce que j'aimerais bien c'est que tout le monde soit content. Donc on fera une réunion avec l'investisseur qui est prêt à faire cette réunion-là pour écouter les craintes des habitants. Je comprends bien que quand on est tout seul, qu'on a une belle vue, qu'on ne souhaite pas se retrouver avec une maison de 15 mètres de haut devant chez soi, c'est complètement entendable et c'est complètement légitime. Donc on fera cette réunion-là pour se parler entre personnes intelligentes pour qu'on trouve des accords avec l'investisseur pour que tout se passe bien. Après, on a, nous, communes, déjà déposé des permis d'aménager sur certains lotissements qui prévoyaient une quarantaine de lots. Aujourd'hui, on a construit beaucoup moins. Parce que, je parle des pierres plantées, pour être tout à fait transparent, parce que le terrain ne se prêtait pas à faire des choses trop complexes en termes de coûts d'aménagement et de terrassement. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le permis d'aménager tel qu'il est aujourd'hui, on peut aussi penser que la réalité des choses, des maisons qui seront construites, sera peut-être un peu différente de ce qu'il y a dans le permis d'aménager. En tout cas, on a instruit les choses de façon la plus honnête possible et on ne pouvait pas refuser un permis d'aménager qui correspond aux règles qu'on s'est nous-mêmes fixées. Donc je rencontre la semaine prochaine donc, le promoteur qui investira sur cette parcelle-là et on fera une réunion avant la fin de l'année avec les habitants pour qu'on puisse déjà échanger, présenter les choses, comment l'investisseur les voit et comment surtout les habitants voient les choses pour qu'on puisse réduire la contrainte le plus possible. Alors, vas-y. Alors, vous allez parler entre gens intelligents, on va continuer en stratégie, je sais pas, mais... en attendant, ce qui inquiète a priori les riverains, c'est la démesure du projet. Quoi. Quand on parle de 30 îlots, 8 logements, a priori, ils sont, enfin, ce qui les effraie, c'est le nombre d'habitants que ça pourrait attirer, puis c'est surtout le nombre de bâtiments que ça pourrait imposer, des bâtiments qui ne seraient pas forcément occupés, avec des gens, des bâtiments qui seraient vides. Quand on voit les pierres plantées, lotissement Montfillon, tous ces lotissements qui n'ont pas trouvé de preneur, je ne comprends pas qu'un investisseur se lance dans un projet comme celui-là. Donc, je pense que c'est des personnes qui sont du métier, elles ont fait des études avant de venir jusqu'à nous. Ceci dit, on n'est pas sur 30 bâtiments de 8 logements. On est sur une trentaine de lots, donc de parcelles, mais avec une maison. Après, on sait qu'un lotissement de cette ampleur-là, une maison. c'est 30 parcelles. Et bien 30 lots. Oui, ça fait 30 maisons. Ça fait 30 maisons, potentiellement. Plus un endroit où il y aura 8 logements. Parce que si ma mémoire est bonne, c'est au moins 300 000 mètres carrés, non? Pardon? Le terrain. 300 mètres carrés. Non, plus de 300 000. Il y en a qui commencent à 300 et ça finit à 700. En moyenne, on est sur 400-500 mètres carrés de surface pour les parcelles. Mais vous savez comme moi qu'un lotissement, ça prend du temps aussi. Le lotissement des pierres plantées, vous en parliez, vous dites qu'on ne trouve pas de preneur, mais on en trouve quand même. La prochaine séance, je vous proposerai de vendre un nouveau terrain, un jeune couple du territoire pour s'installer aux pierres plantées. On a une huitaine de maisons qui sont arrivées. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur les niveaux qu'on espérait au départ. Mais en tout cas, moi ce que je souhaite, parce que la liberté d'entreprendre, elle existe aussi dans ce pays,
que le terrain a été vendu de façon honnête et conforme à la réglementation, que le permis d'aménager a été accordé, mais ce qui serait bien, c'est qu'à la suite de cette réunion qu'on fera avec les habitants, tout le monde s'y retrouve et que tout le monde soit satisfait. Je peux rien faire de plus que d'essayer de faire un peu de médiation entre les habitants et les investisseurs, et on y participera, il n'y a aucune raison de se défiler pour que tout le monde y trouve son compte, et qu'on fasse les choses de façon intelligente. Pourquoi j'ai dit entre gens intelligents? Parce que l'idée de cette réunion, c'est pas que ça soit la foire, c'est qu'on se dise les choses, mais qu'on trouve les solutions. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de faire une réunion où tout le monde s'engueule, et qu'à la sortie, on n'ait pas trouvé de solution. Parce que le but, c'est quand même de trouver les solutions. Après, on peut aussi comprendre l'incompréhension et aussi des inquiétudes. Par contre, est-ce qu'on peut savoir le nom du promoteur? C'est une société qui s'appelle AD Invest. Le nom du gérant que j'ai rencontré, je ne l'avais pas en tête, mais c'est le nom de la société. Est-ce que c'est une société sérieuse? Je ne les connais pas plus que ça. Je les ai rencontrés dans Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit avoir en tête quand on donne un permis de construire? Savoir s'ils sont fiables ou est-ce que... Mais on ne donne pas un permis de construire à la tête du client. On donne un permis d'aménager sur les bases du dossier qui nous est déposé. Non, mais moi je parle du permis de construire. Le permis d'aménager, on entend bien. Mais le permis de construire, il n'y en a pas pour l'instant. Oui, non, mais bien sûr. Mais heureusement pas sur ces montants-là de... Ben oui. Après, c'est des gens qui me paraissent sérieux, mais je ne les connais pas. C'est pas nous qui sommes allés les chercher. Après, c'est une parcelle qui a fait l'objet de beaucoup de négociations au moment de la mise en place de notre PLU. Et puisque la famille qui a vendu ce terrain-là, qui avait compris que ce terrain aurait pu être déclassé au moment de l'élaboration du PLU, s'est précipité pour déposer un permis d'aménager à l'époque, pour que au moment de la transition du PLU, ce terrain reste en zone constructible. Un permis d'aménager qui n'a jamais été au bout, et d'ailleurs c'était même pas l'objectif d'aller au bout, c'était de conserver le terrain en zone constructible. Oui, mais sur les 30 lots, le permis d'aménager, il était déjà sur les 30 lots à cette époque? Non, c'était une différence. Oui, c'est autre chose. Parce que ce que les gens... Mais c'était pas un projet c'est le nombre. Oui. C'est pas la question qu'ils aient de nouveaux voisins. Enfin, c'est pas des gens qui sont... Voilà. Est-ce que ça va être plus ça va être compact. Une densité... Mais si vous voulez, peut-être que les documents d'urbanisme sont faits, il n'y a pas lieu de refuser ce permis d'aménager pour l'instant. Le rendu méritait mieux quand même. Bon, je pense que le mieux qu'on a à faire, c'est de discuter et de trouver des accords, alors des accords moraux, parce qu'après, l'investisseur il pourra faire comme il veut à la limite, mais après si on discute et qu'on est des gens de bonne parole, on peut arriver à trouver un compromis. C'est ce qu'on souhaite. L'investisseur peut faire comme il veut, mais vous pouvez me donner ou pas le permis de construire. Vous avez quand même cette possibilité-là. Et si le permis correspond aux règles, je n'aurai pas à m'opposer. Ou alors je vais devoir un recours au tribunal administratif et ils gagneront, puisque la demande qu'ils font est conforme aux règles. Elle semble assez irrationnelle par rapport au marché immobilier local que vous connaissez. Oui, et qui est en crise en plus. Mais qui évolue très vite. Après, s'ils sont venus là aujourd'hui et pas il y a 10 ans, c'est parce que aussi le marché immobilier il a évolué chez nous. À la suite du Covid. Et après, si on est assez efficace et qu'on avance assez vite sur la révision de notre plan d'urbanisme, on pourrait peut-être intégrer des choses intéressantes pour limiter ce type de projet. Alors moi, ceci dit, moi je ne suis pas contre les projets de lotissement, attention. Je pense qu'on a besoin de logements. Voilà, on rejoint le sujet de tout à l'heure, mais il faut le faire de façon raisonnable et c'est toujours une histoire d'équilibre. Donc vous engagez à recevoir les riverains avec... J'ai déjà reçu les représentants. D'accord, mais avec le promoteur pour arriver à une solution... Mais je leur ai déjà dit il y a 15 jours. Oui, mais il faut qu'on l'entende publiquement, que ce soit répercuté. Mais ils le savent. Donc moi je les reçois la semaine prochaine, les investisseurs, et on fera la réunion avant la fin de l'année. Simple question. Alors je ne peux pas vous donner la parole au public, je suis désolé, mais la loi m'interdit de donner la parole au public. Mais par contre je suis prêt à échanger avec vous après la séance sans aucun problème, je suis désolé. Est-ce qu'on aurait pu acheter ce terrain? Parce que je crois que le terrain, il n'a pas... Tout le monde aurait pu acheter ce terrain. Non, mais nous, en tant que commune, en tant que ville,
Oui. Parce que c'était peut-être plus intelligent peut-être de l'acheter, puis trouver un consensus plus intelligent. Tout le monde aurait pu acheter ce terrain. Parce que je crois que le prix n'était pas si élevé que ça, c'est 350 000 € à peu près, 400 000. 300 000. Oui, les 300 000 €, c'est pas... Non, mais c'est pas... Pour une ville comme Quai du Bigot, c'est pas énorme. Et puis c'est à nous aussi de ensuite mettre en... Parce que moi, c'est vrai que j'y crois pas trop, ça, aux promoteurs sages, qui est vraiment ouvert aux dialogues. Il a raison, Oui, c'est vrai. C'est moins cher que la maison des chasseurs, hein. Ben oui, c'est pas si cher que ça, et qu'au moins, on peut ensuite se mettre en place. Non, mais il faut bien rire, mais. Bah oui, c'est moins cher que la maison des Oui, mais c'est que terrain. C'est que terrain, c'est non, mais ça permet de garder la main. Exactement. On va essayer de rester bien dans la façon de gérer les débats. Oui, 300 000 €, c'est sûr, c'est pas cher. Bah, pour une commune, c'est possible, mais après, une fois que tu as le terrain, il faut bien l'utiliser, il faut faire des travaux. Est-ce qu'on a fait. Le lotissement des Carpentiers, c'est 1 million d'euros qui a été investi. C'était à une époque peut-être assez ancienne, mais aujourd'hui, nous faire croire que le promoteur est vraiment là pour être à l'étude d'une c'est pas ce que je veux faire croire. Moi j'ai du doute en fait, mais après, c'est là où je pense qu'on n'est pas d'accord sur comment on peut à la limite animer une ville. Parce que, mais il n'y a pas que des promoteurs. Moi je pense qu'en tant que ville, on peut comme mettre en place des projets innovants et puis aussi où la population elle peut aussi dire son mot sans être dans cette confrontation après avec le pouvoir. C'est pas le but, hein. Non, mais c'est souvent, c'est vrai que on a vu dans le passé qu'il y a des gens qui se sont élevés, et je pense que c'est vraiment juste, sur des gens qui n'étaient pas honnêtes par la suite, par des promoteurs qui, eux, ils sont vraiment dans une logique pécuniaire uniquement. Oui, mais comme toute entreprise, il y a des malhonnêtes partout. Après, je ne peux pas empêcher les gens d'acheter des terrains et d'avoir des projets dessus. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de discuter et de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. C'est ce qu'on va faire. Juste une information qui est liée aussi à l'intervention que vous avez pu faire sur ce rapport-là. Vous savez qu'on a une OPA qui est en cours sur notre commune, opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui se terminera en mars. Et pour vous dire que nous sommes déjà prêts à lancer une nouvelle opération qui durera 5 ans. Donc on va continuer les aides à l'habitat, on en votera tout à l'heure quelques-unes. Mais pour vous dire que l'État met au moins autant d'argent que ce qui a pu être mis ces 6 dernières années. Donc je fais bien parce qu'on aura l'occasion de délibérer là-dessus dans une prochaine séance. Mais c'est important, ça veut dire que les efforts qu'on fait pour reconstruire les villes sur elles-mêmes, pour lutter contre la vacance des logements en centre-bourg, l'effort va se poursuivre à partir de l'année prochaine pour les 5 prochaines années. En plus de ce qu'on fait pour les aides aux façades, mais on a quelques rapports à voir ensemble ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette convention Petite Ville de demain? Qui est d'avis d'adopter ce rapport pour que je puisse signer cette convention? Merci beaucoup. Le rapport suivant, je vais aller un peu plus vite, puisque pour signer la convention Petite Ville de demain, il faut qu'on puisse signer un avenant à notre convention ORT, Opération de revitalisation du territoire, puisque vous savez qu'on a beaucoup de conventions, notamment avec les services de l'État sur les sujets d'attractivité du territoire, et que la convention ORT, c'est la convention qui chapeaute l'ensemble des autres conventions, et comme on en signe une nouvelle, il faut qu'on puisse modifier la première pour que tous ces dispositifs soient cohérents entre eux. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais devoir aussi ce rapport. Je pense que c'est le même vote qui est pour. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Michel Longère qui va vous parler du financement du centre social. Oui, donc lors de la séance du 4 avril 2022, les nouvelles modalités d'attribution de la subvention de fonctionnement du comité d'animation du centre social ont été définies. Alors, pour rappel, la commune versait la somme de 404 192 € au comité d'animation du centre social et percevait en contrepartie une prestation de service enfance-jeunesse de la caisse d'allocation familiale dont le montant s'élevait à environ 125 000 €.
À partir de 2022, suite à une nouvelle convention, le mode de participation financière de la commune a changé. La prestation de service, qui est remplacée par un bonus territorial, est versée directement au comité d'animation du centre social. La subvention communale a été calculée pour le montant, comme les années précédentes, de 404 192 euros, minoré du bonus territorial qui était estimé donc à 125 000 euros. Or, pour 2022, ce bonus s'élève à 114 751 euros précisément. À noter que sur les rapports, le montant indiqué était de 113 486 euros. En fait, la différence est due à un bonus sur l'accueil de loisirs qui n'avait pas été pris en compte. Le principe des 3 échéances annuelles est maintenu, mai, juillet et octobre. Et afin de respecter l'engagement pris auparavant, il convient de réajuster la participation de la commune. Donc il y a déjà eu 2 échéances, celle de mai et celle de juillet, pour 186 128 euros. Il convient donc de fixer la dernière échéance à 103 312,64 euros afin de maintenir la participation de 404 192 euros répartie de la manière suivante. 114 751 euros, donc, et non 113 186 au titre de la prestation de service versée par la CAF, et 289 441 euros, et non 291 005 euros au titre de la subvention de fonctionnement versée par la commune. Voilà, donc une petite précision quand même, la prestation de service pour 2021, puisque c'était toujours versé avec une année de retard, a été perçue donc récemment, et le montant était donc de 125 545 euros précisément. Donc on note quand même que l'engagement de la CAF est en diminution, puisque de 10 794 euros. Voilà. Mais disons que le centre social ne va pas en pâtir, puisque la commune versera la différence. Et le conseil donc est invité à délibérer et pour fixer donc le montant de la dernière échéance. Merci beaucoup Michel pour cette présentation. Donc, vous avez vu qu'il y a une petite modification par rapport au rapport initial que vous avez eu, d'environ 1 000 euros en moins à verser lors de la dernière échéance. On vous a présenté ça au moment du budget, le financement du centre social qui a été modifié, puisque auparavant la CAF nous versait la prestation de service, elle la verse maintenant directement au centre social. Par contre, vous savez qu'on a acté aussi le fait de sanctuariser notre aide au centre social, et vous avez vu que la CAF se désengageant, alors de façon encore assez marginale, mais quand même se désengage petit à petit. Il est important aussi que la commune puisse maintenir son soutien au centre social pour l'ordre de 404 000 euros, moins l'argent qu'on percevait de la CAF, mais en tout cas la commune continue à soutenir le centre social de la même façon que les années précédentes. Donc là, on réajuste le dernier montant qu'on leur versera dans les jours qui viennent, si vous en êtes d'accord, pour que le soutien de la commune reste inchangé. Est-ce qu'il y a des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, je vais envoyer ce rapport qui est pour. Eh bien, merci beaucoup. Le point numéro 6, qui est un rapport très technique sur le plan des finances. On avait des retenues de garantie qui traînaient dans nos comptes pour 2 entreprises et qui sont très anciennes. Donc une pour l'entreprise TJLove de 1410,02 euros et une pour les travaux publics MTS Beaujolais de 7017,74 euros. Et le trésorier nous demande d'épurer ces retenues de garantie puisqu'elles sont très anciennes et on sait que cette créance-là ne sera jamais récupérable. Donc on vous demande de bien vouloir acter la déchéance de ces retenues de garantie. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je les envoie. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point numéro 7, on l'abordait à l'instant, ce sont les aides attribuées dans le cadre de notre dispositif d'aide à l'habitat. Vous avez 3 dossiers dans le cadre de l'opération revitalisation, où là on a l'intervention importante de l'État. Le premier dossier, c'est monsieur et madame Sylvain Vallet qui effectue 39 303 euros
de travaux avec une aide de l'ANA de 14 000 €, des certificats d'économie d'énergie pour 500 €, une aide de l'accord de 4 267 € et une aide de la commune proposée à 2 133 €, ce qui porte les subventions globales à 20 900 €. Un deuxième dossier pour Madame Marie-Claude Billon pour 23 300 € de travaux, 12 500 d'aide de l'ANA, 500 € de certificat d'économie d'énergie, 3 667 € de l'accord et une subvention proposée de 1 833 € de la commune, portant la subvention totale à 18 532 €. Et un dernier dossier, Madame Marie-Claude Lacombe, pour l'installation d'une douche pour 5 300 €, une aide de l'ANA de 2 403 €, une aide de l'accord de 480 € et une aide proposée pour la commune de 240 €, portant la subvention totale à 3 123 €. On a deux dossiers qu'on appelle massif central, qui sont pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA. Vous avez monsieur Debu avec madame Orano qui effectue 48 980 € de travaux, une aide de l'accord de 2 900 et on propose une aide de la commune similaire sur le périmètre de revitalisation portant une subvention totale de 5 800 €. Et madame Anne-Marie Roche à Mardor qui effectue 29 815 €, qui aura une aide de l'accord de 2 167 € et une aide de la commune de 1 083 €, soit une aide totale à 3 250 €. Et nous avons deux dossiers façades. Je me rappelle qu'on a renforcé notre aide pour les ravalements de façade sur l'ensemble du périmètre de la commune. Un dossier de madame Deveau qui effectue des travaux pour 2 200 €, une aide de l'accord de 185 € et une aide de la commune 930 €. Et M. Jean-Pierre Collat, pour 6 292 € de travaux, obtient une aide de 561 € de l'accord, et donc la commune intervient à hauteur de 2 585 €, puisque je me rappelle que le dispositif que nous avons adopté il y a maintenant presque un an nous permet d'aider les habitants à hauteur de 50% de leurs travaux, avec une subvention plafonnée à 5 000 €. Donc là, les deux dossiers qu'on vous présente, on est à 50% du montant des travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez dans le même rapport un petit réajustement pour deux aides qui sont revues à la baisse par rapport au montant réellement engagé pour les travaux. Donc on réajuste par rapport au pourcentage qu'on avait délibéré auparavant. Il y avait une question? Oui, en fait, sur les façades, je pense que l'information passe mal parce que lorsque je vois qu'il n'y en a que deux, je crois que sur une année, je pense qu'on a mis quand même 5 ou 6 seulement. Sur 2022, on est à 12 dossiers. Est-ce que c'est possible peut-être d'amplifier les informations sur ces aides-là? Oui, mais on a beaucoup de dossiers qui sont en stock et qui vont arriver. Mais on peut recommuniquer sur le dispositif sans aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions. Je vois l'ensemble de ces aides qui est pour. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Joël Girardet qui va vous présenter une demande de subvention. Oui, j'ai deux demandes de subvention à vous présenter. L'association Les Fufurets, les amis de Steph, ont sollicité la commune pour une subvention à caractère ponctuel afin de contribuer au financement d'un festival qui s'est tenu les 26 et 27 août sur notre commune. Le festival a eu lieu donc fin août et ils demandent une subvention de 200 € pour les aider un petit peu dans le financement. Donc je vous propose de voter une subvention de 200 €. Qui est contre? Vous avez des questions? Qui s'abstient? Je voudrais juste savoir, parce qu'ils ont quand même une communication démentielle, ces gens. Oui. Qu'est-ce que ça a donné dans la réalité? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça a donné dans la réalité? Je crois que par rapport à leur prévisionnel, ils n'ont pas eu autant de monde que ça. Et ils avaient déjà un prévisionnel déficitaire et c'est pour ça qu'on les aide un petit peu. Et là, par rapport au dossier qui nous a été présenté, on prend en charge quasiment la moitié du déficit qu'ils avaient prévu. Qu'ils avaient prévu, mais par rapport à ce qu'ils ont, au public qu'ils ont eu, je sais pas. Mais c'était bien, parce que moi, et je suis allé, c'était vraiment... Mais c'est vrai que la date était peut-être pas très bien choisie, ça tombe en même temps que la foire de Mardor, c'était peut-être un peu ambitieux aussi. Oui, aussi. Oui, il y avait beaucoup de groupes, il y avait au moins 8 groupes de musique, et ça devait être une belle manifestation. C'est la deuxième fois qu'ils se... Mais la volonté est là.
Mais malheureusement. Non, mais pourquoi il n'y a pas une espèce de... Je regarde Denis Remontel parce que... je sais pas, je vous adresse pas. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose au niveau de la programmation qui se fait par vous, au niveau, je pense, au niveau de la gestion des salles? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose? Alors, Denis s'occupe que des salles de sport. C'est quoi des salles de sport? Ah ouais, la culture, c'est... C'est eux qui ont fait leur demande de salle à l'ECN. Et avec la date, c'est une affaire privée, donc... Après, ils le savent, ils connaissent le calendrier des manifestations. Oui, parce que la foire de Mardor, c'est tous les ans la même période. C'est pas forcément le même public aussi. Ça, c'était des groupes de rock. En principe, c'était pour attirer des jeunes. Hein. Si les jeunes sont pas revenus... Hein? C'était pour la fête de Tizi. Oui, la dernière fois, la fois d'avant, c'était pour la fête de Tizi. En tout cas, vous avez décidé de les aider, je vous en remercie. Oui, pour 200 euros. Bon, après, j'ai une deuxième demande de subvention pour l'association ELA. C'est une association européenne de lutte contre les leucodystrophies. Elle a sollicité à la commune pour une subvention à caractère ponctuel afin de contribuer au financement de l'opération citoyenne à laquelle 30 élèves du lycée François Mansart vont participer. Et il demande juste une subvention de 150 euros. Et l'opération que les jeunes ont participé s'appelle l'opération Mets tes baskets et bats-toi contre la maladie. Vous connaissez? C'est une subvention qu'on donne de façon récurrente tous les ans. Oui, tous les ans. 150. Pas de questions, pas d'opposition, adopté. Et la troisième demande de subvention, c'est moi qui vais vous la présenter, à destination du comité social du personnel, donc des agents de la commune de Thizy-les-Bourgs, qui a un vrai rôle à jouer, mais qui connaît des difficultés pour animer cette association, puisque toutes les associations sur l'ensemble de nos communes connaissent aussi ces difficultés-là pour essayer de trouver un petit peu d'enthousiasme. Donc je vous propose ce soir de les aider un peu plus que ce qu'on faisait auparavant, pour qu'ils puissent de nouveau recréer des projets pour mettre un petit peu de cohésion dans les équipes de nos agents. Et on vous propose de contribuer à hauteur de 20 euros par agent en subvention de la commune pour faire vivre cette association qui, dans ses objectifs, permettra de mettre un petit peu plus de cohésion dans nos équipes, et notamment entre les agents qui sont de différents services et qui se voient assez peu. Je pense par exemple aux agents des écoles qui rencontrent assez peu fréquemment les agents des services techniques ou administratifs, et l'idée c'est qu'ils puissent monter des projets pour parvenir à mettre un petit peu de cohésion dans les équipes. Donc on propose 20 euros par agent, soit une subvention de la commune de 980 euros. Et en complément, je vous dis aussi que les maires délégués et adjoints qui sont indemnisés ont décidé aussi d'apporter une subvention à titre personnel au comité social à hauteur de 300 euros pour les aider aussi dans leur démarche et pour leur montrer aussi qu'on les soutient pour rapporter un petit peu de morale dans les troupes. Voilà. Sachant que c'est difficile de mobiliser les agents sur ces missions-là, puisqu'on a un noyau président, trésorier, secrétaire, mais qui sont toujours les mêmes et qui ont un petit peu besoin d'un petit coup de pouce moral. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Ce sera plus un coup de pouce financier, là. Oui, c'est financier, mais c'est assez grave. Pas d'opposition? Adopté. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Pascal Vignon qui souhaite vendre un tracteur. Donc, vendre un tracteur communal. Donc, la commune est propriétaire d'un tracteur de marque Frein acquis en 1994 par l'une des communes déléguées. À ce jour, ce bien n'est plus utilisé par les services communaux. Il appartient à la collectivité d'envisager la cession de celui-ci. Une offre a été faite par la SARL Crozet pour la somme de 2500 € TTC. Donc ce matériel est sur le parc, il ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'on souhaite s'en séparer. Il servait uniquement à charger le sel l'hiver dans les bennes. Et vu son état, on souhaite s'en séparer pour le remplacer uniquement dans la partie hiver où on fera une location plutôt pour charger le sel. Il est hors d'état en fait, c'est ça? Il est hors d'état. Ils vont faire quoi? Ils vont faire de la déco? Non, mais c'est une reprise parce que c'est un garagiste avec qui la commune travaille déjà. Donc, voilà.
Ah, moi je pensais que c'était C'est plein pour de ça qu'ils Siroux. nous ont fait une offre. C'est plein de Siroux. Aux pièces, hein. Oui. Voilà. Ouais, c'est quand même assez drôle. Il n'y a pas de questions sur le rapport que Pascal vient de vous présenter. Qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Le rapport suivant, c'est une information que je vous donne. D'ailleurs, Virginie Pirot aurait pu vous présenter ce rapport-là, mais je vais le faire parce que j'ai été désigné rapporteur par moi-même. On a les écoles qui ont un projet en commun. L'ensemble des écoles publiques du cycle primaire qui ont un projet avec le Collège La Platière pour faire un rapprochement école-collège. Et on trouve que c'est une bonne idée parce que pour ceux qui participent à la commission scolaire, c'est des sujets qui reviennent aussi sur la table de comment on fait le lien entre les écoles élémentaires et le secondaire. Et donc là, c'est un projet qui est venu des écoles directement, qui est piloté par l'école Mathilde de Vise de Tizy sur le plan, on va dire, administratif, mais c'est bien un projet commun de l'ensemble de nos écoles qui vont aller faire quelques visites au collège La Platière pour appréhender un peu l'établissement secondaire et on va dire préparer l'entrée en 6e de nos jeunes, et on trouvait que c'était une bonne initiative qui rentre pleinement dans les ambitions qu'on porte aussi de travail en commun de l'ensemble de nos écoles sur le périmètre de Tizy-les-Bourgs. Et donc on propose, donc c'est une information que je vous donne, mais on a décidé de prendre en charge les transports qui permettront d'acheminer les enfants des différentes écoles vers le collège pendant cette année scolaire. Donc c'est une dépense de l'ordre de 732 €. C'est pas une subvention parce qu'on payera directement les factures aux autocaristes. C'est pour ça qu'on trouvait important de vous donner cette information ce soir. Ça aurait pu être une subvention, mais du coup on prendra en charge les factures. Voilà, je pense que j'ai rien mis. C'est bon. C'est une information. Je redonne la parole à Pascal Vignon concernant la dénomination d'une voie. Voilà, donc la société Malherba, implantée sur le site Aix-Tréval, a créé en 2019 pour son entreprise un nouvel accès situé au 3 de la RD 504, entre le rond-point Tréca et le rond-point Intermarché, en vue d'améliorer la desserte de sa base logistique au poids lourd. Cependant, ce nouvel accès n'est pas référencé à ce jour dans la base adresse nationale et ne peut donc pas apparaître sur les systèmes de guidage par satellite GPS, engendrant ainsi des retards de livraison et d'expédition pour cette entreprise. Afin de permettre l'adressage de cet accès, il convient de dénommer la section de la route départementale 504 depuis la route de Saint-Victor jusqu'au hameau La Roche, en limite avec le département de la Loire, en prévision de l'implantation d'autres entreprises dans la zone d'activité des ports du Beaujolais et des nouveaux accès qui pourraient être adressés à cette voie. Il est proposé de la nommer route des ports du Beaujolais. Donc c'est bien la voie de la route de Saint-Victor, c'est-à-dire la partie haute sur la déviation, jusqu'à la limite après le pont. En bas, en face Tréca, donc le rond-point, c'est la route de Régny, et en partie haute, c'est la route de Saint-Victor. Donc jusqu'à la limite du département de la Loire. Ça s'appelle comment? Oui. Comment? C'était... Elle n'avait pas de nom. Elle n'a pas de nom pour l'instant. Elle n'avait pas de nom parce qu'il n'y avait pas de point d'adressage sur cette voie-là. Et comme on a créé, l'accord a créé un accès à l'entreprise Tréca, j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc il faut un point d'adressage, mais il faut que cette voie ait un nom, elle n'en avait pas. C'était les RD 508. Oui. Alors, je peux intervenir parce que c'est un des rares compétences des comités consultatifs qu'il y avait auparavant, c'est de donner des noms aux rues. Ça se réunit un jour, enfin, alors, il y a eu le Covid, les temps sont durs, mais les comités consultatifs, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils se réunissent. Alors, ne serait-ce que pour appeler les Russes, leur donner un nom, quoi. Alors, le fonctionnement est différent suivant les communes déléguées, puisque moi j'avais chargé les maires délégués d'animer ces comités consultatifs en fonction des besoins qui pouvaient ressortir sur leur commune. À Marmande, c'est un comité qui se réunit de façon très régulière. À Mardor, il se réunissait aussi de façon régulière. Sur Bourg-de-Tizy et Tizy, ça a plutôt été mis en sommeil parce que le besoin n'était pas le même de relations de proximité qu'on peut trouver dans les villages. Ceci dit, peut-être que Pascal Billet peut travailler sur cette question-là, puisqu'elle est chargée de la concertation et de la démocratie participative. C'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on remette au bout du jour et qu'on remette en place. Et sur certaines communes, ça marche plutôt bien.
Mais il ne faut pas qu'on leur confie simplement de choisir le nom des rues. Parce que Surtout que ça avait été déjà très long à l'époque, la dénomination des rues. Et c'est vrai que les membres du comité consultatif en avaient un petit peu assez, parce que ça a duré dans le temps. Une corvée. Voilà. C'était une corvée. Voilà. Mais oui, c'est un sujet sur lequel... Non, mais cette histoire de dire ça n'a pas lieu d'être à Tizy. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais c'est mis en sommeil. C'est pas mis en sommeil, c'était mort. Enfin, il faut dire les choses. Enfin, C'est vrai. ça n'a jamais existé. Non, mais c'est des choses qui n'ont pas été reconstituées depuis ce mandat, en fait. Moi, ça fait au moins... C'est vrai qu'il y avait l'effet Covid, on n'a pas pu... Si, bah, apparemment, ça marchait plutôt pas mal. C'était... Le mandat précédent. Non, mais dire qu'il n'y a pas de besoin sur Tizy parce que ça marche à Marnan, c'est faux. Parce que ça peut être constitué différemment avec des comités de quartier, tout simplement. Ah, c'était une de nos idées, ça, tiens. Bah. Une de plus. Donc Pascal a inscrit à l'ordre du jour de la prochaine commission. Si vous venez. Et on travaille, pour vous dire, à Marnan, on travaille en petit comité. Et on fait des invitations parce qu'on travaille sur des thématiques. Donc, on invite certaines personnes dans le quartier ou à d'autres. Donc ça rejoint également ce qui pourrait être fait. J'en viens du coup, donc ce rapport est important parce qu'on va nommer une voix, donc c'est très stratégique. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. J'en viens du coup sur l'information que je souhaitais vous donner ce soir qui est liée à ce qu'on vient de décider. L'entreprise Malherba, comme vous le savez, a acquis le tellement Tréca il y a maintenant 7 ou 8 ans. Plutôt dans l'objectif de se faire une réserve foncière pour des projets éventuels, et ces projets sont en train de se concrétiser de façon assez importante. Et donc le groupe Malherba, qui n'est pas une entreprise de logistique, qui est une entreprise de producteurs et qui emploie environ pas loin de 1000 personnes sur notre territoire, hein, si on prend les entités connexes comme France Décor ou l'entreprise Montibert au Rondy, a décidé d'installer une plateforme logistique sur le site de Tréca. On n'est pas sur une entreprise logisticienne qui fait que ça. Cette plateforme logistique, elle va aussi permettre au groupe de travailler correctement, notamment sur le stockage de sa production, puisqu'il y a une douzaine d'usines de Malherba sur notre territoire et qui produit différentes choses et qui ont du mal à stocker, et ils ont prévu de revoir un peu un plan de transport un peu différent avec une vraie logistique derrière. Donc avec la création d'une quinzaine d'emplois sur le site de Tréca, et le groupe Malherba a décidé d'installer son siège social sur la commune de Tizy-les-Bourgs, dans le prolongement du tellement Tréca. Vous vous souvenez qu'en janvier, on a acté, avec les séances précédentes, la modification du PLU pour la parcelle qui est dans le prolongement du tellement Tréca sur la route de Saint-Victor-sur-Rhin, et que le siège du groupe Malherba sera installé à Tizy-les-Bourgs sur cette parcelle, avec des travaux qui vont démarrer assez rapidement sur la partie plateforme logistique, puisque le permis de démolir va être déposé dans les jours qui viennent, et s'en suivront des permis de construire pour la partie plateforme, puisque l'ensemble du site va être revisité, et que le permis de construire pour le siège arrivera dans le courant 2023 pour une fin de travaux fin 2024. C'est quand même extraordinaire, parce que c'était quand même une des raisons pour lesquelles il fallait absolument la liaison vers la 89, oui. Parce que sinon le siège allait être déplacé à Tarare. Alors, oui, il y a 2-3 ans. Oui. Cette idée. Non, c'était pas. Si, ça fait partie des arguments. Oui, c'était mais l'argument de phare, en fin de compte, en disant que ça allait transformer notre territoire en. Ouais. Non, moi je pense que les arguments phares sur la liaison qui paraît un peu enterré aujourd'hui d'ailleurs, je le regrette, mais les arguments de la liaison étaient plutôt liés aux entreprises du bâtiment du territoire, alors de belles entreprises, mais pas forcément du groupe Malherba, qui lui emploie, excepté les cadres, mais qui emploie plutôt de la main-d'œuvre. Je pense qu'on peut retrouver facilement les articles de presse dans lesquels ça avait été évoqué. Ah, pas moi. C'était, attendez voir, c'était un projet sur Tarare. Non mais peu importe, mais pour refaire un peu l'historique, le président de l'accord, avant 2020, avait passé un accord avec M. Malherba pour lui vendre un terrain sur Tarare. Le bureau communautaire avait délibéré pour ça, d'ailleurs vous y étiez peut-être ce jour-là, ou au conseil communautaire. Pourquoi? Parce qu'on préférait que
M. Malherba garde son siège social sur l'accord plutôt que de l'emmener en périphérie lyonnaise. Je trouvais que ça avait du sens. Entre-temps, la vente du terrain ne s'est jamais faite. Et Malherba ayant aussi compris après le Covid que les choses étaient un peu différentes sur l'emploi de ses cadres, trouve que le site qu'il a acheté il y a 7-8 ans sur le site de Tricab convenait plutôt bien à ses besoins. Donc moi je suis très content que le groupe Malherba reste sur notre territoire, qu'il soit court, ici, à la limite, on s'en fout, mais que le groupe, le siège social... Je pense que vous préférez que ce soit Tizi. Je suis très content, je suis très content, mais je suis content pour notre territoire au sens large, et pas seulement la commune de Tizi-les-Bourgs. Donc en fait... parce que c'est une centaine de personnes qui travaillent au siège social du groupe Malherba, et je préfère qu'il soit à Tizi-les-Bourgs plutôt que Saint-Priest, par exemple. Donc, à Cour alors, parce que maintenant il est à Cour. Il est à Cour. Ouais. Donc ça veut dire Cour, ils vont se déplacer sur Tizi. Oui, mais tous n'habitent pas à Cour. Blague à part en fin de compte, mais c'est ceux-là qui vont peut-être acheter des... Tous ces sujets sont liés. Quand je dis qu'il faut de l'entreprise, qu'il faut des emplois, qu'il faut du logement pour eux, pour ceux qui travaillent chez nous, ben c'est très lié, évidemment. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, il y aura d'autres projets économiques, mais on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de la commission qu'on créera tout à l'heure, si vous voulez bien, pour travailler sur l'urbanisme et l'évolution de notre pays. Voilà, c'est une information, je profite de ce rapport pour vous la donner. C'est important que vous puissiez être au courant de tout ça, parce que c'est devenu officiel il y a quelques jours. Voilà. Et les 15 emplois, c'est sur la partie logistique. Plateforme, quand je dis 15, c'est une quinzaine. Oui, non, mais sur la partie plateforme logistique. Plus une centaine de personnes qui vont arriver pour travailler au siège. Mais qui étaient à côté, donc c'est la même chose. Mais à savoir que si l'atelier de logistique est ici, le dépôt de logistique, les ateliers de production vont pouvoir se développer à nouveau. Donc il y aura aussi à nouveau des créations d'emplois sur les sites de production. Ce qui est important dans cette optimiser la logistique. Ce qui est important dans cette information-là, c'est qu'il y a une volonté du groupe Malherba de pérenniser sa présence sur notre territoire. Et on ne peut que s'en réjouir. Parce qu'au-delà des 100 personnes qui travaillent au siège, moi je pense aussi aux 900 autres qui travaillent dans les usines et qui se lèvent tôt le matin et qui font un travail de qualité. Et c'est aussi pour ça que le groupe Malherba reste ici chez nous, c'est parce qu'on est aussi un pays de producteurs et qu'il n'est pas certain de trouver aussi de la main-d'œuvre d'aussi bonne qualité en périphérie lyonnaise. On est d'accord. Voilà, merci beaucoup. On a noté, c'est bon. On a noté. Je vais laisser la parole à Pascal pour la vente d'un terrain à Bourg-de-Tizi. Donc, Madame Salman a saisi Monsieur le maire pour acquérir le lot numéro 34 du lotissement des Hauts de Montfillon. Terrain communal au 17 rue Jules Verne, à Bourg-de-Tizi, parcelle cadastrée 025 AD 705 pour une surface de 843 m². Conformément à la délibération du conseil municipal du 4 avril 2016, le prix de vente s'élève à 10 € du mètre carré. Donc le conseil municipal est habilité à délibérer, à proposer et donner son accord pour cette vente, valider l'emprise du terrain à céder, à saisir le lot numéro 34, à céder, à savoir le lot numéro 34, fixe le prix de vente à 10 € du mètre carré et autorise Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique. Précise que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Voilà, donc c'est une des dernières parcelles qui reste au lotissement Montfillon. Alors, on a une date, là, c'est le prix au mètre carré qui a été fixé en 2016, c'est ça? Oui. Le lotissement Montfillon, ça fait combien d'années qu'il est commercialisé? Alors, vous vous souvenez, en 2016, même un petit peu avant, la commune a racheté les derniers lots qui étaient auparavant viabilisés par l'entreprise Nexity, pour vous citer. Et ça s'est mal passé avec moi. Oui, ça a été compliqué ce point-là, c'était la commune de Bourg-de-Tizi auparavant. Donc la commune avait racheté les lots qui restaient au producteur pour le commercialiser nous-mêmes. Et on avait décidé en même temps de fixer ce prix de 10 € au mètre carré, en même temps qu'on a fixé le prix à 1 € le mètre carré sur le lotissement des pierres plantées. Ma question, c'était pas celle-là. C'est quoi la question? C'était depuis quand
ce lotissement est-il sur le marché commercialisé, y compris avec Nexity? Je dirais une quinzaine d'années. C'était au temps de monsieur Décennier, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Une quinzaine d'années, je pense. Je crois qu'on comprend un petit peu l'inquiétude des riverains d'un lotissement qui devrait voir le jour. Enfin, il y a un moment. Et c'est pour ça que l'inquiétude, elle est aussi relativisée par le fait que ça prend du temps à se commercialiser ce type de projet. Après, c'est un lotissement qui a connu pas mal de péripéties aussi, hein, avec un investisseur qui n'était pas sérieux. Ah oui. Voilà. Ça peut se reproduire. Voilà, c'est ça. Tout la question. En tout cas, Mme Salman souhaite acquérir un terrain, c'est une famille de C'est quoi une maison individuelle? C'est pour construire une maison. C'est pour construire mon film. C'est des gens qu'on connaît bien qui habitent déjà la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la vente de ce terrain? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et Pascal continue pour le déclassement d'une voirie communale. Oui, c'est une bande de terrain sur Bordeaux-Tizy. Monsieur et Madame Garcia ont saisi Monsieur le maire pour acquérir une emprise publique au droit de leur propriété, un poste des jardins, afin d'aménager et de sécuriser l'accès à leur propriété. Vu l'avis sollicité auprès du service France Domaine, considérant que cette emprise de 1 mètre de large ne remet pas en cause de la bonne circulation sur l'impasse des jardins et contribue à la sécurité publique et routière, il est proposé de procéder au déclassement de cette portion du domaine public et d'en fixer le prix de cession à l'euro symbolique, en sachant que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Merci beaucoup, on est sur une petite affaire là. On va mettre de voie à un riverain pour qu'il puisse faire son entrée correctement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Et le dernier rapport inscrit à l'ordre du jour qui concerne les ressources humaines, puisque vous savez que la commune est membre d'un comité technique commun entre les communes de l'Accord et l'Accord en tant que collectivité, et qu'il faut que nous délibérions sur l'organigramme des services de la commune que vous avez reçu avec l'ordre du jour. Et est-ce qu'il y a des observations sur cet organigramme? Pas d'observation. Je vous remercie de bien vouloir l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Vous avez dans vos pochettes les décisions que j'ai prises au titre de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous épargne les détails sur ce document que vous avez reçu. Et avant de donner la parole aux adjoints qui le souhaitent sur les informations qu'ils auraient à vous donner, je voudrais qu'on crée ce soir deux groupes de travail, en plus des commissions qui existent déjà et pour lesquelles j'ai demandé si les adjoints de les réunir de façon un peu plus régulière que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Je voudrais créer un groupe de travail sur l'urbanisme, dont on a beaucoup parlé pendant la séance, parce qu'on a un gros travail à mener sur notre PMU. Comme vous le savez, on a un PMU qui a été adopté en 2018, qui a été grenellisé, avec une prise en compte de l'environnement importante pour l'époque, mais il faut aussi qu'on adapte notre PMU aux nouvelles directives qui sont prises. Et en lien avec tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, comment on retrouve des équilibres un peu plus vertueux sur la façon de répartir le foncier à vocation économique, à vocation d'habitat et évidemment agricole. Et donc Pascal va mener ce travail avec moi évidemment, mais aussi avec un cabinet d'études qui nous accompagne, parce qu'on est sur des sujets très complexes et très techniques. Mais si vous voulez bien, je voudrais bien qu'on crée un groupe de travail pour ceux qui sont intéressés pour travailler là-dessus avec nos différents partenaires que sont le CAE, l'architecte des bâtiments de France, les services de l'État, DDT, DREAL, pour qu'on avance de façon assez intelligente et de façon la plus concertée possible. Moi, ce que je souhaite, c'est que les services de l'État, on les intègre dès le début de nos réflexions pour qu'on arrive à un aboutissement qui soit viable, parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler dans le dos des gens et d'arriver au bout et d'avoir un refus de nos documents. Donc l'idée, c'est qu'on travaille en amont, et j'aimerais bien que les conseillers municipaux
qui sont intéressés par ces sujets qui sont complexes, hein, qui sont techniques, puissent travailler avec Pascal et avec moi sur ce sujet. On va démarrer le chantier donc, en janvier, mais c'est un chantier qui va durer entre 1 à 2 années, au moins. Donc voilà, donc si vous voulez bien, les membres de la majorité me feront savoir s'ils souhaitent intégrer ce groupe de travail. Et puis ce qui serait bien, c'est que vous puissiez me dire qui pourrait vous représenter. Pas ce soir, mais on acte la création du groupe ce soir et puis vous faites passer qui vous représente. Et le deuxième groupe de travail que je souhaite créer, qui est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, puisque l'opposition... le précédent aussi. Comment? Le précédent aussi, c'est un sujet qu'on avait évoqué. Oui, oui, bien sûr. Oui, on ne l'a pas dit. Si je le dis pas, c'est dit. On le dit pas. Donc l'opposition ayant suggéré de confier une délégation un peu spécifique à un élu sur les questions de l'offre de santé, je voudrais qu'on crée du coup un groupe de travail pour évoquer ces questions-là. Lors de la première réunion que Pascal mènera, on vous expliquera qu'on a quelques pistes de travail, mais je voudrais qu'on les partage et qu'on le fasse ensemble, si vous en êtes d'accord. Donc là, même chose, vous pouvez me faire passer vos candidatures pour l'opposition et puis les membres du groupe majoritaire aussi. On se réunira assez rapidement pour évoquer les pistes sur lesquelles on travaille et qu'on puisse aussi écouter ce que vous allez me dire sur ce sujet-là, parce que vous avez des idées, et qu'on puisse avancer. Ça vous convient? Bien. J'en ai terminé, moi, pour les informations que j'avais à vous donner. Est-ce qu'il y a des adjoints qui souhaitent prendre la parole? Vas-y. Oui. Vas-y. Moi? Donc, une information quand même qui est bien d'actualité en ce moment, c'est qu'avec notre responsable des services techniques, on a travaillé sur la sobriété énergétique. Donc, nous sommes en réflexion. Alors, on n'a pas attendu non plus aujourd'hui de commencer à travailler, puisqu'on avait commencé par l'éclairage public déjà en 2017. Alors, on est bien conscient qu'il en reste encore à faire. Par rapport à l'éclairage public, ce qu'il y a eu de fait, c'est qu'on a déjà éteint à peu près 300-350 points lumineux. Il y en a eu, je ne sais combien de changés par le photovoltaïque. 70. Plus ceux qui ont été mis dans les centres-bourgs au moment des travaux, que ce soit la chapelle de Mardeur et Tizy. Donc on a avancé sur ce sujet. Également avec le CIDER, le maire vous en avait fait part à une réunion qu'il y avait une étude, on avait demandé une étude pour qu'il y ait un changement global sur l'éclairage public avec des éclairages à LED. Donc là on n'a pas encore le retour, je pense qu'on l'aura en début d'année. Et puis dernièrement, on a contacté le CIDER pour nous faire un devis pour repérer toutes les armoires où on pourrait couper, les modifications qu'il y a à faire, de manière qu'on puisse déjà commencer à couper la nuit, définir des horaires. À savoir quand même aussi qu'il y a des éclairages qui baissent d'intensité de 50% la nuit. Tous les nouveaux points lumineux que vous voyez changer, ils baissent d'intensité de 50%. Ça, c'est déjà le cas, ça. C'est-à-dire qu'ils sont programmés de telle heure à telle heure. Voilà. Par exemple, de 23h à 5h du matin, ils baissent de 50% d'intensité. Il y en a certains qui pourraient totalement être éteints. Oui, mais justement, parce que... À savoir que en 2015-2016, on consommait 1 500 000 kW. Aujourd'hui, on consomme 1 million, donc on a économisé quand même 30%. Après, le photovoltaïque, c'est bien, mais quand on en a 3 en haut du chemin de la livrée, là, qui sont les uns à côté des autres, c'est un peu ridicule, quoi. Enfin, ça éclaire une table de camping en pleine nuit. Enfin, je suis pique-nique. Chaque fois, les implantations sont faites en fonction d'une étude. Qui étudie bizarrement, quoi. Enfin, il ne faut pas les payer. Mais pour eux, non, ils doivent avoir tant de distance les uns des autres, et on a voulu justement allumer principalement les croisements et arrêter de distribuer de partout dans la campagne des luminaires qui ne sont pas forcément très utiles quelquefois. Donc on a ces pistes-là, et puis on a les pistes aussi sur les fluides, c'est-à-dire eau, électricité, gaz et fuel, et le bois également. Donc on va faire un travail là-dessus par les vannes carnostatiques, par exemple, les régulations sur les chaudières.
Sur l'électricité, ce sera principalement les détecteurs de présence, les éclairages LED aussi, où on peut économiser pas mal. L'isolation de l'enveloppe globale des bâtiments, qui on peut économiser aussi. Donc voilà les pistes d'orientation qu'on est en réflexion en ce moment pour faire des économies et pouvoir supporter justement la hausse des tarifs. Donc tout ça fait écho à une discussion qu'on a eue aussi en conseil municipal sur l'éclairage public. Sauf qu'on sent aujourd'hui que le secteur est très tendu dans l'énergétique en général, et on sent aussi que le projet qu'on aimerait mettre en œuvre avec le CIDER va prendre un peu plus de temps que prévu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à Pascal, avec notre responsable de service technique, de travailler sur un plan de sobriété énergétique en amont de ce projet-là, puisque si ça prend plus de temps, il faut quand même qu'on anticipe certaines choses et qu'on mette en œuvre certaines choses avant. Donc là, on va finir d'élaborer ce plan de sobriété énergétique qu'on va rédiger, qu'on pourra vous envoyer. C'est important aussi qu'on communique à la population toutes les mesures qu'on peut prendre, puisque quand on arrive à la mairie et qu'on chauffe à 19 au lieu de 21, ça se ressent. Il faut qu'on explique pourquoi et qu'on donne aussi des chiffres. Donc on va mettre en œuvre tout ça là, à partir dans les jours qui viennent. Et sur l'éclairage public, je pense que c'est important qu'on puisse aujourd'hui, avec les infrastructures qu'on a, on peut se permettre d'aller chercher certains quartiers qu'on pourrait éteindre complètement. Alors on pourra le faire encore plus quand on aura un nouvel outil que le CIDER nous apportera, mais on ne sait pas quand. Donc si on peut anticiper un petit peu. Et Pascal travaille aussi donc avec Sylvain Chattard sur un peu plus de vertueux dans nos façons de fonctionner au quotidien. Alors il y a des choses qu'on faisait depuis très longtemps, mais il y a des choses qui par la force des choses arrivent, et il faut qu'on soit un peu plus vertueux sur la façon de gérer nos services, de gérer nos bâtiments, sachant qu'on avait déjà mis en place beaucoup de choses auparavant, mais il faut qu'on durcisse un petit peu sur ces sujets-là. En termes de dépenses énergétiques, on est début octobre, au 30 septembre, on avait dépensé autant que l'année dernière, à la même époque, sur nos dépenses énergétiques. Il faut qu'on regarde correctement si tout nous a bien été facturé, mais pour l'instant, on n'est pas sur une explosion des dépenses énergétiques. On le verra en début d'année sur le compte administratif. On n'a pour l'instant pas de mauvaises surprises. Donc on veille, parce que vous vous souvenez qu'on a inscrit cette année 420 000 € sur les dépenses énergétiques, alors qu'on était à 270 000 € consommés à peu près l'année dernière. Donc on avait gardé un petit peu de marge, mais il faut qu'on regarde ça de près. Parce que c'est des choses qui vont nous arriver et sans compensation. Donc voilà un petit peu ce que Pascal mène comme travail, et puis on va formaliser les choses, et puis on vous enverra toutes les petites mesures qu'on prend, y compris les plus petites, parce que ça permet aussi de bien expliquer à la population pourquoi on prend ces mesures et quels effets ça peut nous amener. Sachant que vous avez vu, sur les 400, presque 400 points lumineux qu'on a supprimés depuis 10 ans, 30% de consommation en moins quand même sur l'éclairage. Les 400 points, puis le passage en LED pour certains points. Ça veut dire que ça apporte ses fruits. En commission scolaire. Alors, pas en euros, Ouais. pas en euros, parce que ça monte, mais en consommation. Et en bilan carbone. Avec Virginie Bernou, quand on avait fait le point sur toutes les dépenses au niveau scolaire, oui. Les dépenses énergétiques étaient faramineuses. Tout à fait. Et là, ce qui a été mis en place, c'est que durant les semaines où il y a école, on reste à 19 degrés. Le week-end, il y a 48 heures où il n'y a personne dans l'école, on est passé à 16 degrés. Et pour les vacances d'hiver, les vacances de printemps, on descend à 14 degrés. Voilà. Et ça, c'est les recommandations de l'ADEME. On a appliqué les recommandations de l'ADEME sur ces sujets. Non, mais là, il y a un travail de isolation à faire qui est faramineux. Les bâtiments les plus énergivores, ce sont nos écoles. Ouais. Et puis, j'imagine qu'il va y avoir des subventions là, à attraper très vite, et qu'on les aura plus très vite aussi. Tout à fait. On a également la halte 69 qui est en train de faire un diagnostic sur la gendarmerie aussi. Qui est une passoire. Également. Et puis là, il y aura le diagnostic avec le corps. Oui. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de pistes en route. Il y a le côté consommation, puis il y a peut-être aussi le côté production qu'il faudrait parvenir à mettre en avant.
Et d'ailleurs, si nos dépenses énergétiques sont à peu près stables, c'est aussi parce que le réseau de chaleur s'est fruit aussi. Donc là, on produit de la chaleur avec du bois, on essaie de le faire sur nos panneaux photovoltaïques pour l'éclairage public. On a un bâtiment, la résidence senior, qui est très luxueux avec la production d'eau chaude par des panneaux solaires thermiques. Après, les personnes. Ils sont 6. Ils sont 7. Et c'est très heureux. Ça me fait penser, on lance une campagne de communication là, cette semaine sur la résidence senior avec des parutions dans certains types de presse, des journaux spécialisés personnes âgées édités par le Pays Rouennais. On travaille aussi avec le Progrès dans le TV Magazine qui est très lu par notre cible. Et donc on lance ça dans les jours qui viennent, donc c'est bien que vous le sachiez, puisque vous allez sûrement en entendre parler. Il y a d'autres questions sur la partie sobriété énergétique, avant que je laisse la parole à Michel Congère? C'est tout bon? Alors, si, moi j'ai juste une question qui est complètement différente, mais comme on parle de sobriété énergétique, ça me fait penser aux piscines, comme on en parle beaucoup en ce moment. On est toujours en attente sur cette piscine, qu'est-ce qu'on va en faire, que va-t-elle devenir? Sur le site de l'ancienne piscine? Oui, je reviens sur un vieux sujet. Mais non, c'est pas grave, on peut en parler, c'est pas de problème. Tout à l'heure, on a délibéré sur la convention de Petite Ville de demain, qui nous amène un peu d'aide, et notamment avec notre chargée de mission Petite Ville de demain, Madame Le Goutte-Noir. On travaille sur le site de l'ancienne piscine. On a une étude qui nous est financée à 70% par l'État pour requalifier ce site-là. Donc c'est la partie étude qui est financée, pas la partie travaux pour l'instant. Et donc on travaille, et Pascal Billet a fait un travail assez important avec les jeunes pour essayer de les faire travailler sur ce projet-là. Ils sont venus nous présenter leur production lors d'une réunion d'adjoints, c'était plutôt intéressant. Donc vous savez que ce site-là, il est classé en zone de loisirs dans le PLU, notre fameux PLU, et donc il a vocation à rester une zone de loisirs. Et là, on a un volet participatif qui est assez important. Et on a lancé un appel d'offres pour une étude, cette fameuse étude qui nous est financée. On n'a eu aucune offre qui a été déposée. Donc on relance le marché, puisque les cabinets d'études sont plutôt occupés, et donc ils n'ont pas pris le temps de répondre à notre appel d'offres. Donc on relance l'étude, et l'idée c'est que le courant 2023, il y a un projet qui émerge. Enfin, l'école d'architecture de Grenoble que vous aviez consultée il y a je ne sais pas combien de temps, dans le précédent mandat, vous avez fourni un projet avec des trampolines géants. Oui, mais c'était pas quelque chose d'élaboré. Maintenant, il faut qu'on rentre dans la partie un peu plus opérationnelle. Mais vous verrez ce qu'ont produit les jeunes là, du collège, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je pense que la prochaine commission que réunira Pascal vous fera un petit compte rendu de tout ça. Ça va être démonté. Mais en tout cas, voilà, on a été retardé un petit peu par le fait que les cabinets d'études n'ont pas répondu à notre appel d'offres. Non, ça veut dire que les propositions des enfants, elles vont être mises dans le... En fait, on a fait, pour juste reparler du site de la piscine, parce que ça fait un petit moment que je travaille dessus, qu'on a réuni, on a visité le site de la piscine avec les quatrièmes, donc qui ont visité, avec les professeurs, on a regardé un petit peu, il y a Sylvain Chattard qui m'a accompagné aussi, pour déjà qu'ils s'apprennent un petit peu des lieux, qu'ils nous fassent des propositions. On leur a donné notre axe, on parlait d'environnement, de pas de surcoût. Donc ils ont travaillé là-dessus, ils ont vraiment respecté aussi ce que nous on pensait. Après, moi j'ai travaillé avec la Goutte-Noire pour interroger les cabinets. Effectivement, on aurait dû commencer des concertations à partir de septembre, mais malheureusement on n'a pas eu de retour, donc là c'est relancé. Et après, effectivement, oui, dans le but, c'est de pouvoir leur réaliser ce qui est réalisable. Évidemment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont vraiment respecté le côté simple de ce qu'on voulait, quelque chose de participatif, de familial, et qui soit plus facile à réaliser. Et puis le côté réaliste, quoi. Voilà, le côté réaliste. En termes de capacité même financière. Et donc dans le cahier des charges qu'on a écrit pour recruter le cabinet, donc il y a la partie, on va dire, travaux, études de faisabilité, mais il y a la partie concertation aussi. Donc ils seront associés, les jeunes seront associés à l'ensemble de la démarche. Donc on a déjà commencé à le faire, on va dire de façon nous-mêmes, tout seul, de façon formalisée, mais le cabinet d'études sera chargé aussi d'animer cette concertation-là pour que ce ne soit pas juste en ouvrant notre avis une fois et puis l'avis n'est pas pris en compte. L'idée c'est qu'ils ont commencé à
esquisser, parce qu'ils ont même fait des esquisses, que ça puisse ressembler à ça. Michel Augiard, vous avez la parole. Oui, donc quelques petites informations. Une première concernant l'échiquier jeune. Donc, ils ont été distribués jusqu'à la fin du mois comme il était prévu, et on en a distribué 315. Donc, on est content parce que ça a connu un vif succès, c'est bien. Je voudrais en profiter pour remercier un petit peu tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce dispositif, parce que c'était un travail de longue haleine. On parlait de se réunir en commission, on l'a fait souvent, on a évolué petit à petit, et on fera un point d'étape au premier trimestre 2023, voir un petit peu ce qui est utilisé, de manière à pouvoir reconduire l'année prochaine, peut-être avec des modifications, des ajouts, au contraire, on ajustera. Voilà, mais c'est bien comme projet. Sinon, dans vos dossiers, vous avez la plaquette intitulée Info pratique. Donc on en avait parlé depuis longtemps, on l'a réalisé, on a fait un tirage limité de manière à pouvoir le réactualiser, parce que quand vous regardez le prêt, il y a déjà des choses qui sont plus d'actualité, mais comme on le fait nous directement, ça ne pose pas de problème majeur. On a mis dans les 5 communes et au centre social, simplement, voilà. Sinon, les repas des anciens, donc on l'avait évoqué précédemment, c'est quelque chose, des manifestations qui sont attendues. Hier, c'était le Marnan qui a ouvert le bal. Sinon, la semaine prochaine, ça va être le repas de la chapelle de Mardor, qui se fera au restaurant du Mardor. Ça fait déjà quelques années où ils ne sont pas nombreux, donc ils ne faisaient plus en salle. Ils allaient à l'écrevisse. Comme l'écrevisse a fermé, cette année, c'est le restaurant de Mardor qui a été sollicité. Le 13 novembre, il y aura celui de Mardor qui se fera à la salle des associations. Donc aussi bien le repas de Mardor et la chapelle de Mardor seront servis par le restaurant du Du. Le 20 novembre, ça sera au tour de Tizy à la salle des fêtes. Les invitations viennent d'être envoyées. Et c'est le 11 décembre, c'est ça, Joël? 11 décembre, c'est Bourg de Tizy. Pour Bourg de Tizy, là, pour terminer l'année. Donc toutes les calculs auront eu le repas. Voilà, et pour terminer, vous avez un second tract dans les pochettes concernant l'après-midi récréatif qui aura lieu jeudi prochain. Disons que c'était une animation qui se faisait tous les ans, qui a été interrompue 2 années cause Covid. Donc on aura une animation musicale. En plus, cette année, on aura une intervention de la gendarmerie sur la prévention contre les arnaques et le démarchage frauduleux, puisqu'ils étaient venus me proposer un petit peu. Je pense que ça sera l'occasion d'avoir quand même un certain nombre de personnes. Ça sera aussi l'occasion à notre conseillère numérique, Mélanie Delorme, de se faire connaître. Donc elle expliquera un petit peu ce qu'elle peut proposer. Elle donnera des tracts et elle passera surtout à chaque table. Récemment, je l'ai accompagnée à la résidence senior. Il y a des personnes qui sont intéressées. On est allé aussi au centre social, puisqu'il y avait un petit peu du numérique. Et là, disons qu'il y a des choses qui vont se faire et on va pouvoir aider les personnes qui le souhaitent. Voilà. Donc, sur France Service, il y a encore 2 personnes. Comment? Sur France Service, il y a encore 2 La personnes. France Service, je donnerai la parole à Jacqueline. Moi, simplement, c'est la conseillère numérique et qui est en lien avec les personnes âgées. Donc, Jacqueline. Ça vient en complément, de l'espace France Service, parce qu'on se rend compte que les gens qui viennent ont beaucoup besoin d'aide et ils ne sont pas autonomes dans leur démarche. Ils ne savent pas se servir de l'ordinateur et c'est pour ça qu'on a recruté une conseillère numérique qui a fait sa formation pendant 4 mois et qui est opérationnelle maintenant, à partir de la mi-octobre. Et autrement, l'espace France Service, c'est 2 fois 24 heures, 2 personnes. C'est plutôt le matin et le mercredi toute la journée. Voilà. Ça, ce sont des règles qui sont imposées par les services de l'État. Oui, c'est ça. Par contre, la conseillère numérique, alors on a assez peu communiqué dessus parce qu'on avait demandé au service de l'État un poste, parce que c'est 100% financé par l'État, qu'on a obtenu donc au mois d'avril. Et comme elle avait, oui, on a obtenu ça
in extremis, on l'a obtenue, et comme elle est en formation jusqu'à maintenant, elle devient opérationnelle que à partir d'aujourd'hui quasiment. Et donc on va communiquer par contre là aussi dessus, ça va être parti cette semaine, là, tout ce qui est réseaux sociaux. Et l'idée c'est qu'on apporte un service mais à la carte. Elle sera susceptible d'aller chez les personnes âgées, chez les gens pour faire en sorte qu'ils puissent appréhender les outils numériques de la meilleure des façons avec leur propre matériel à eux. Donc, elle aura 3 tablettes, elle pourra faire voir et les gens pourront après... On a élargi entre guillemets le bouquet de services qui est lié avec France Service qui est au-dessus. Et c'est pas de proposer vraiment un service adapté et personnalisé, vraiment. Fracture numérique. Mais même avec ça, mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a affaire à des plateformes lorsque vous appelez à la CAF, Sécurité sociale, même à la CARSAT, même avec ça comme outil, en face, c'est plus le même service qu'avant. Donc même si, et c'est vrai que c'est pas évident. Oui, mais l'espace France Service, c'est le retour un petit peu des services qui sont partis parce qu'ils ont des clés d'accès et ils permettent d'avoir rapidement une réponse pour le citoyen. On ne va pas refaire le débat là-dessus parce que je sais qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'ai une dernière requête à faire. Oui. Je pensais qu'on allait avoir un petit répertoire. Ça va peut-être vous faire sourire, mais dans le précédent mandat, on avait un petit répertoire avec tous les conseillers municipaux. On pouvait se joindre facilement. Dans les dernières semaines, ça aurait été plus simple qu'on se joigne plutôt que d'avoir des mails qu'on retrouve dans la presse. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un répertoire. Moi, ça ne me dérange pas qu'on communique mes coordonnées et qu'on puisse communiquer simplement comme des habitants d'un petit village. Voilà. En plus, il existe déjà, on a un tableau, des coordonnées, il faut juste qu'on va vous l'envoyer. C'est un vieux truc, ça. Non, mais il existe. On vous l'envoie sans problème. Mail, téléphone, de tout le monde. Pas de problème. J'ai le dernier point. Oui, après toi. Oui, parce que je parlais de la sortie de l'école du château à Bordeaux-Tizy. En fait, le vendredi soir spécialement, ça présente un risque de sécurité. Il y a beaucoup de circulation routière. Au même moment, des enfants qui, eux, ne sont pas sensibilisés au risque routier. Et ce serait bien que la police municipale soit présente au minimum ce jour-là. Parce que vraiment, il y a vraiment un problème. On a vu plusieurs fois des gamins qui passent, qui courent. En fait, il n'y a plus de stop. Il n'y a plus de stop. Enfin, il y a vraiment... on a vraiment un problème de sécurité routière à cet endroit-là précis, en fait. Non, mais on est bien au courant. Moi, j'ai demandé au policier municipal d'aller un peu plus souvent, pas pour emmerder les parents, mais pour essayer de mettre un peu d'ordre pour la sortie de cette école, parce que quand tout le monde arrive en même temps, c'est compliqué. Je pense que le stop qui a été transformé en CD de passage, ça a été une mauvaise idée, donc je pense qu'il faut remettre une ligne blanche là, sur ce stop-là. Et en plus, on a eu l'arrivée depuis quelques mois d'un agent au sein des services techniques qui sera aussi exécuté. Donc l'agent sorti de la voie publique, qui a eu son assermentation il y a 10 jours, et qui va venir en renfort de la police municipale pour la moitié de son temps, pour gérer aussi les problèmes de stationnement, de sortie des écoles, de réglementations diverses de voirie, et qui viendra prêter main forte pour être plus présent dans la sortie des écoles. Et on avait identifié le problème sur l'école du château, parce qu'on a rencontré la directrice dernièrement qui nous a fait part de ce problème-là, donc police municipale, SDP et stop. Parce que ce passage n'a pas beaucoup de sens. Et surtout que ça circule beaucoup, parce qu'on a le lotissement d'ailleurs au Boutard et puis la sortie du col. Je rajouterais aussi qu'en termes de sécurité routière, mais ça devient vraiment n'importe quoi entre ceux qui sortent de Sainte-Thérèse et qui descendent par la rue Traversière et qui vont c'est vraiment hyper dangereux. Et j'ai même eu une personne qui jadis était officier de police en Belgique, qui m'a dit que c'est vraiment une zone très 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 dangereuse avec un risque mortel excellent. Et il y a aussi sur la route de Cours où il y a où ça roule très très vite. Bon, je pense que peut-être que Jean-Louis va peut-être voir ça de plus près. Et rue aussi, rue Pierre Prosa, où là vraiment ça ne roule pas à 50, mais à 30. Mais je crois qu'il faut peut-être avoir une vision comme globale des effets de vitesse qui sont vraiment assez récurrents. Alors, après,
Après, il y a la perception qu'on a de la vitesse et la vitesse réelle, qui des fois peut être différente. Mais en J'ai tout cas, comme expérience, mais c'est vrai que ça roule on a vite. quelques endroits où on a des problèmes, je pense à la rue Victor Clément aussi, où ça rentre trop vite. Et le fait d'avoir renforcé aussi le service police municipal par l'arrivée d'un ASVP permettra aussi de nous concentrer sur des missions qu'on n'avait peut-être pas le temps de faire assez souvent. Alors on en faisait, hein, mais des contrôles, la prévention, le radar pédagogique, il faut qu'on en sorte sur ces points que vous repérez. N'hésitez pas d'ailleurs à faire remonter à Jean-Luc ce que vous pouvez repérer au quotidien. Parce que... Donc la SGP, quand je parle des écoles, c'est toutes les écoles, y compris le groupe scolaire privé. Hein, parce qu'on a des problèmes aussi de stationnement. À la patience. Collège. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de... Je vais dire une erreur. Ces pauvres petits chéris ne peuvent pas faire 100 mètres. Il faut que les parents les posent pas devant la porte. On ne sait jamais. Ah non, mais ça me fait Il rire. suffit de passer devant le lycée à 8h30 du matin. Ah, c'est quelque chose. Hein. Il y a une place vide en haut, mais tout le monde. Et ils prennent le sens interdit. Là, ça, je dis plus rien. D'ailleurs, cachez toi là-bas. Ah Bah oui, c'est je comprends bien, là. ce que j'ai. Ah non, mais ils s'en foutent, ils le prennent. S'il n'y a pas d'autres questions, vous me faites passer qui vous représente pour les deux groupes de travail qu'on a constitués. Et puis merci à tous, la séance est levée et bonne soirée. Merci.